Bonsoir, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Hello. Je suis un peu affalée, ma foi. Est-ce que vous m'entendez, les 3 ou 4 personnes présentes, s'il vous plaît? Vous êtes peut-être pas des gens qui prenaient la parole habituellement dans le chat, mais j'ai besoin de savoir. Merci Azazel. Hello. Hello, hello. Rapprochons-nous. Salut Zach Bravel.
Merci Azazel pour cet abonnement. C'est ton 8e mois d'abonnement. Oh là là, putain, faut vraiment qu'un jour je continue à faire des badges et des badges et des badges pour les gens qui n'arrêtent pas de s'abonner. Putain, ça veut dire que ça fait plus de 8 mois que j'ai commencé Twitch. Incroyable. Je me rendais pas du tout compte. Salut Chino. Eh bien écoutez, bonjour tout le monde. Ce soir, nous nous retrouvons pour un stream critique sur le film Blink Twice, réalisé par Zoé Kravitz. Alors, ce stream arrive un peu en retard, ça fait un moment que ce film est au cinéma, ou même que je suis sûre que dans certains cinémas, il est même déjà déprogrammé, parce que j'ai pas eu le temps, parce que ça s'est pas fait... Déjà, moi, j'ai découvert le film assez tardivement, et bah, bon, bref, ça s'est pas fait. Donc j'espère que voilà, j'arrive pas trop tard, que le sujet va quand même vous intéresser. Et puis surtout, l'avantage, c'est que du coup, il y a sûrement certains et certaines parmi vous qui ont eu le temps d'aller voir le film. Salut Spooky. Donc voilà, ça c'est l'avantage, parce que donc je rappelle évidemment, donc là j'ai épinglé un message pour le rappeler aussi aux nouveaux arrivants. C'est un stream dans lequel on va spoiler le film, et c'est pas un film à twist, mais c'est un film dans lequel il y a des rebondissements. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez pas les savoir en avance et que vous avez encore envie de découvrir le film, regardez le replay de ce live plutôt que la version en direct. Voilà. Et donc oui, ça arrive un peu tard, et finalement je l'ai casé ce soir. Je pensais plutôt aller à l'étrange festival, mais c'était pas ce soir que les films que j'avais le plus envie de voir passaient, et je me suis dit que j'avais envie de faire la priorité à ce film, parce que je me suis dit, en fait, si je le fais pas ce soir, je vois pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire, et ce serait vraiment trop dommage de pas lui consacrer un stream. Donc, nous voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien, et donc on va pas tarder à commencer, hein. Je laisse un petit peu aux gens le tour d'arrivée. Pour les gens que ça intéresserait aussi, j'ai mis aujourd'hui en ligne le replay de mon stream sur Alien Romulus. S'il y en a parmi vous qui l'avaient raté, il est plus disponible sur Twitch, mais il est désormais disponible sur YouTube. Oula, qu'est-ce qui se passe, Spooky? Qu'est-ce que j'ai dit pour que tu te mettes à chanter ça dans le chat? Euh, Voilà, est-ce que parmi vous, avant qu'on commence, du coup, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Auquel cas, il faudra pas hésiter à, évidemment, comme d'habitude, alimenter ce que je vais dire, réagir, poser des questions, donner votre avis, d'autres interprétations que celles que je vais pouvoir faire, etc. Merci pour le follow Ati... Atichikt At- Ati... Atichikt Atichikt. Merci Brocoli Ubu pour le follow aussi, également. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je viens à l'aveugle. Ah, tu sais pas ce que c'est? Ok, Spooky, bah, très bien. Comme ça, ma présentation du film ne servira pas à rien. Zach Bravel, tu dis oui, je l'avais loupé, c'était intéressant d'avoir ta vision dessus. C'est vraiment la créature de fin qui m'a fait soupirer fort. Ouais, j'ai cru comprendre que ça avait été le cas de pas mal de personnes. Bon, alors écoutez, on va enchaîner un petit peu sur Blink Twice. Justement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont allés le voir, et aussi que le film n'a pas énormément conquis. Les gens qui sont allés le voir, moi j'ai croisé des retours mitigés. Je sais que Geoffrey qui en a écrit la critique sur le site l'a vraiment aimé. J'ai mon collaborateur également de la RTS, enfin même si en ce moment je ne suis plus à la RTS, mais bref, Raphaël Wolf qui avait beaucoup aimé aussi. Mais à part ça, j'ai vu des tweets et des retours et tout de gens qui étaient restés un peu interdits devant le film, ou qui avaient des avis très partagés. Et en fait, du coup, je m'attendais en allant voir le film à sûrement lui trouver des qualités, mais bon, à pas complètement adhérer. Et en fait, j'y suis allée avec ma coloc, et j'ai été très agréablement surprise parce que je l'ai trouvé vachement bien foutu. J'ai trouvé que c'était vraiment un super film. Donc, je me suis réveillée un petit peu tard pour faire un stream dessus, mais qu'une fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse un stream dessus, même si c'est un peu tardif. Euh, non, oh non, Spooky est de nouveau en colère, mon dieu. Non, non, t'inquiète pas, Spooky. On va passer directement sur Blink Twice, comme ça tout ira bien. Salut, Robo Sensei. Donc, présentation du film. Blink Twice, c'est le premier long métrage réalisé par Zoé Kravitz. Donc, Zoé Kravitz, la Nepo Baby du moment, enfin l'une des nombreuses Nepo Baby du moment, que vous avez vu en tant qu'actrice dans Mad Max Fury Road et dans The Batman, donc où elle jouait Catwoman. C'est la fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonet. Je le rappelle juste parce que j'ai tendance à beaucoup admirer, et je pense que j'ai raison de le faire, hein, mais les gens qui arrivent à faire des films, des longs métrages hyper bien foutus en étant aussi jeunes et en défendant une vision
puissantes, etc. Et c'est bien de les admirer, mais parfois c'est aussi bien quand même de rappeler que ces gens, ils ont pas n'importe quel background non plus, et que ça sert à rien de se comparer. Je dis ça parce que moi-même, j'aimerais pouvoir réaliser des films et que j'ai pas le même, je suis pas née dans le même milieu que Zoé Kravitz. Après, voilà, ça n'enlève rien à la qualité de son film. C'est juste quand on a affaire à des Nepo Baby, je trouve que c'est bien de le rappeler pour pas entretenir des complexes stupides. Mais voilà, encore une fois, ça n'enlève rien à la qualité de son film, donc à partir de maintenant, on va parler de son film. C'est un film dont le rôle principal est tenu par Naomi Aki, et attendez, c'est à partir de maintenant que je vais mettre le diaporama avant que j'oublie. Voilà. Noémie Aki, pardon, que vous avez donc là à l'écran. Hop. Naomi Aki, voilà, qui joue donc le rôle principal de Frida. On a Channing Tatum, que vous voyez également là à l'écran, qui joue le rôle de Slater King, qui est clairement une sorte de Elon Musk, on va dire. Enfin, en tout cas, d'ultra riche. Simon Rex, alors, qui faisait des comédies quand il était plus jeune, style les Scary Movies et ce genre de choses, et même Scary Scream Movie, mais qu'on a revu plus récemment dans Red Rocket, par exemple. Euh, et donc qui ici joue, enfin bref, joue un rôle secondaire, vous verrez quand je parlerai un petit peu de l'histoire. On retrouve aussi Christian Slater, oui, parce que c'est un film dans lequel il y a un nombre, il y a un casting, il y a un nombre de stars au casting, dans tous les rôles secondaires, etc., qui est vraiment très impressionnant. Tout le monde a eu l'air, enfin le tout Hollywood a eu l'air de vouloir aider Zoé Kravitz dans cette histoire et de faire une apparition dans son film, donc c'est intéressant. Donc voilà, Christian Slater, ainsi que Hailey Joel Osment, donc je sais pas si vous le remettez, mais l'acteur qui jouait le petit garçon dans Sixième Sens, enfin qui est surtout connu pour ça, mais qu'on commence à redécouvrir à l'âge adulte dans pas mal de rôles secondaires ces dernières années. On voit aussi Gina Davis dans un petit rôle secondaire. Gina Davis, ça fait longtemps qu'elle est devenue plus productrice et qu'elle s'occupe du Gina Davis Institute et qu'elle fait des tas de choses pour le cinéma, mais on la voit plus énormément à l'écran, et donc elle a un rôle qui est très secondaire certes dans ce film, mais dans lequel elle est excellente. Et aussi Kyle MacLachlan, qui a un rôle très secondaire, mais alors j'adore Kyle MacLachlan, évidemment, puisque j'adore Twin Peaks, que j'adore Blue Velvet, que j'adore plein de choses dans lesquelles il y a Kyle MacLachlan. C'est vraiment mon tout premier crush de quand j'étais vraiment petite. Vraiment, je le raconte souvent. Désolée si je radote, mais ma découverte de mon hétérosexualité quand j'étais vraiment petite, c'est la scène du duel entre Kyle MacLachlan et Sting dans Dune, dans le Dune de David Lynch. Voilà, je pense que j'avais 5 ans. Bref. Kyle MacLachlan, donc on est ravis de retrouver ici. Que je rattrape un peu vos messages. Salut Dark Chirac. Ah, attends, Dark Chirac, je vais te faire passer un message, c'était quoi? C'était quoi? C'était pour dire que Antoine avait regardé le stream de Geoffrey et moi sur Tomb Raider et que donc il avait vu tes messages. Voilà, et que donc il sait que tu supposes qu'il sent la guimauve et le caramel chaud. Voilà, il sait que tu es, voilà, que tu l'admires, que tu trouves qu'il a l'air très gentil. Et c'est vrai, encore une fois, qu'il est très gentil. Bref. Donc tu dis que Channing Tatum c'est vraiment devenu un touche-à-tout ces derniers temps. À un moment, il était vraiment qu'une parodie de lui-même. Je connais pas très bien la carrière de Channing Tatum. C'est un acteur qui m'a jamais fasciné. Pour moi, il me donnait l'impression d'être un énième minet hollywoodien interchangeable avec un tas d'autres. En plus, j'étais pas du tout sensible à son charme. Sa tête me parle pas du tout. Mais il se trouve que dans ce rôle, il est vachement bien. Donc, je suis très bonne surprise aussi parce qu'il arrive à être vraiment effrayant dans ce rôle. Enfin, il est vraiment solide. Là, il livre une interprétation qui est vraiment en béton. En ce moment, c'est pas mal d'être un gosse de Shyamalan aussi spooky. Alors oui, le temps d'un film, mais je je doute qu'il ait réussi à faire décoller la carrière de sa fille, je sais pas, j'ai oublié comment elle s'appelle, celle qui joue dans Trap. Je doute qu'avec un film pareil, ça fasse décoller une carrière. Et les guetteurs, on verra ce que ça donne. Mais bon, c'est pareil pour l'instant. Alors, c'est sûr qu'elles doivent être plus ou moins à l'abri du besoin, hein, mais bon, de là à ce que ça leur promette une carrière incroyable en ce moment, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça facilite des choses. Salut Osvin! Salut Kyle Wide. Dites-moi si tu vois, est-ce que c'est Osvin, Oswin, etc. Kyle Wide ou Kelvid, peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à me reprendre si jamais je dis n'importe quoi. Euh, Comment ça, soit il y a 2 3 ans? À 5 ans, non, disons 10 ans. Ben non, Spooky, j'étais plus jeune que 10 ans parce que je me rappelle de la maison dans laquelle je vivais à cette époque et on a déménagé de là-bas quand j'avais 6 ans. Donc c'était forcément entre mes 3 et mes 6 ans. Euh,
Salut Randy. Donc, voilà pour ce qui est du casting. Ah, t'essaies de me rajeunir? Non, mais c'était pas à l'époque de la sortie du Dune de Lynch. C'est à l'époque où j'ai vu, moi, le film, où j'ai découvert le film. Enfin, je crois. Ou je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Attends. Excusez-moi, il faut que je vérifie ça, du coup. Ah oui, non, 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 ah non, mais j'étais pas née à l'époque de la sortie. C'est voilà, c'est l'époque où c'est l'âge auquel j'ai découvert le film en VHS, mais c'était pas l'époque de la sortie. Mais c'est gentil. Donc ça c'était pour le casting. Donc encore une fois, on salue les prestations même discrètes de Gina Davis et Kyle MacLachlan et Christian Slater, etc. qu'on est ravis de retrouver à l'écran parce que c'est plus si souvent. Donc pour vous résumer un peu l'histoire, le résumé Wikipédia nous dit que Frida, donc interprétée par Naomi Aki, est une jeune serveuse travaillant dans un bar à cocktail à Los Angeles. Elle est fascinée par Slater King, donc Channing Tatum, un riche et jeune homme d'affaires ayant fait fortune grâce à la technologie. Elle parvient à se faire inviter sur l'île privée du philanthrope. Alors, je vais vous raconter l'histoire un peu plus loin que ça pour qu'on ait le contexte pour la critique que je vais développer et à laquelle j'espère que vous participerez. Je rappelle que là, à partir de maintenant, je vais tout spoiler, donc soyez prévenus. Donc effectivement, Frida, on comprend que c'est une employée au bas de l'échelle, on va dire, de l'empire auquel appartient, enfin, qui appartient, je veux dire, pardon, à Slater King. Et lors d'une fête, un peu une sorte de fête d'entreprise un peu luxueuse, où elle, du coup, elle est invitée avec sa meilleure amie. En fait, ils vont se parler, ils vont se draguer un peu, et on est un peu étonné du fait que donc le fameux Slater King, qui est vraiment la star, et encore une fois qui est un peu le Elon Musk de cet univers-là, semble vraiment s'intéresser à Frida. Il a l'air de la draguer plus ou moins, et elle a l'air de vraiment fantasmer sur lui. Donc on se dit, waouh, incroyable, conte de fées. Enfin, même si on sent qu'évidemment ça va être beaucoup plus bizarre que ça, notamment grâce à des effets de mixage. On en parlait avec ma coloc en sortant du film où il y a beaucoup de bruits qui font grincer les dents au départ, notamment à un moment donné quand Frida se tord la cheville sur le sol carrelé, extrêmement brillant, etc., très bien ciré. Elle se tord la cheville et donc elle a le talon qui dérape sur le sol et ça fait un bruit strident. Il y a un verre qui se casse aussi à un moment donné. Et bref, tous ces bruits sont mixés de manière à ce que vraiment ça vous fasse grincer des dents. Et ça aide au début, alors que tout semble démarrer comme un conte de fées, ça aide vraiment à vous mettre dans un état de tension et de malaise au début du film et à faire sentir que, en fait, même si le personnage est en train de vivre son fantasme, ça annonce quelque chose de pas spécialement positif. Bref. Donc lors de cette soirée, effectivement, tout se passe bien, elle a l'air de pouvoir draguer celui qui apparaît comme son prince charmant, et à la fin de la soirée, alors qu'elle est en train de parler avec lui et que tout semble se dérouler, mais à merveille, en fait, lui est rappelé par ses amis en fait pour dire qu'en fait ils sont censés partir prendre un vol à ce moment-là pour aller sur son île privée à lui car elle vient de s'acheter une île et juste aller faire la fête sur cette île indéfiniment avec lui vraiment en mode giga riche qui n'ont aucun souci dans la vie. Alors que elle vit dans un appartement misérable, elle gagne rien, elle a pas de quoi payer son loyer, voilà. Donc évidemment, tout ce qu'il a fait entièrement rêver, elle à ce moment-là n'a pas tellement un regard critique sur cette espèce de différence complètement injuste de classe, elle est juste dans le rêve, dans le fantasme de ce que ça lui évoque. Et là, coup de chance absolue, en fait, Slater King pardon, revient vers elle et sa meilleure amie et dit mais en fait les filles, est-ce que ça vous dirait pas juste de venir avec nous? Et là, elles disent oh, mais bien sûr, on vient! Et donc, elles se retrouvent dans cet avion avec cette bande de gros richoux et elles arrivent sur une île déserte sur laquelle en fait il n'y a que l'espèce d'hôtel particulier de Slater King dans lequel il loge du coup ses invités, ses amis, ils ont tout à disposition, ils vivent dans le luxe absolu, voilà, les vêtements leur sont fournis, chaque femme comme on le voit à l'écran là porte une robe identique. Et tout va pour le mieux, ils passent leur vie, comme on le voit là aussi sur la photo, à siroter des cocktails au bord de la piscine et juste à s'amuser, voilà, à bien bouffer, vraiment dans le luxe absolu, sans jamais se poser la question de quel jour on est et de est-ce qu'on doit bientôt rentrer, c'est vraiment juste tant que tu t'amuses, tu profites et tu te poses pas de questions. Euh, Tu parles d'un crush d'il y a 10 ans. Ah, je parle d'un crush d'il y a 10 ans. I wish. Eh non, I'm old. Euh, Ah oui, donc t'avais vu la bande-annonce Pookie et ça te faisait envie. Bah écoute, vas-y. Bon après, là, du coup, tu vas être entièrement spoilé. T'as le droit de partir maintenant si tu préfères. Après, je le prendrai comme une trahison, mais tu fais comme tu veux.
Comme quoi le bourgeois c'est bien un des méchants de film. Ah oui, bah alors là on va être vraiment dans la caricature de l'ultra riche méchant de film. C'est une thématique qu'on voit de plus en plus en ce moment dans le cinéma de genre, mais qui s'est toujours vu, hein. De toute manière, la lutte des classes c'est vraiment un truc extrêmement présent dans le cinéma de genre. Là on est à fond là-dedans, à la Wedding Nightmare, à la... merde. Get Out, ce genre de choses. On est à fond dans ce genre de thématique, on va y revenir, mais en même temps, c'est ultra pertinent dans notre époque, dans l'époque dans laquelle on vit, où depuis le Covid, les ultra riches n'ont cessé de doubler leur fortune pendant que les pauvres comment dire, ont continué à s'appauvrir et à plus pouvoir avoir un toit au-dessus de leur tête et ne serait-ce que bouffer. Donc c'est plus pertinent que jamais en ce moment, donc c'est normal qu'on continue de voir ça dans le cinéma de genre, et tant mieux, j'ai envie de dire. Alors du coup, là, oui, on est complètement là-dedans. Euh, donc après, ce qui se passe une fois qu'ils sont sur cette île, c'est que Frida s'aperçoit petit à petit que les domestiques, enfin oui, il n'y a même pas de parenthèse, en fait c'est vraiment des domestiques, parce que évidemment que Slater King, il a des domestiques non blancs et qui parlent pas anglais, qui sont présents sur l'île, vraiment en mode pur colonialisme. Euh, donc Frida trouve régulièrement des domestiques qui tuent, qui massacrent même, c'est triste, les serpents, une espèce de serpent propre à cette île. Elle sait pas pourquoi, bon a priori c'est pour protéger les invités, mais voilà, il semble y avoir beaucoup de cette espèce de serpent sur l'île, et les domestiques les tuent à chaque fois, et Frida ne sait pas bien ce qu'ils font ensuite avec ces serpents, même il semblerait plus tard que le venin de ces serpents soit recueilli, soit récupéré. Et donc comment dire, au bout d'un moment, il y a la meilleure amie de Frida justement qui se fait mordre par l'un de ces fameux serpents qui n'a pas été tué à temps. Et suite à ça, cette amie commence à trouver les choses bizarres et à aller mal et à devenir quelque peu dépressive. Et au bout d'un moment, Frida s'aperçoit que cette amie, donc sa meilleure amie, a juste disparu. Et au moment où elle disparaît, elle s'aperçoit que elle est la seule à se rappeler cette amie, à se souvenir que cette amie existait. Et que jusque-là, et que toutes les autres filles de l'île l'ont oubliée. Donc elle commence à paniquer et à enquêter, etc. Et au fur d'un certain nombre de rebondissements et de petites enquêtes, etc., elle finit par comprendre que, et même à se rappeler, que le venin de serpent, justement, et c'est pour ça que les serpents sont tués par l'équipe de Channing Tatum, le venin de serpent permet en fait de contrer les effets d'un poison qui est donné aux invités, et notamment aux femmes, qui leur permet d'oublier tous les jours ce qui s'est passé la veille. Et en fait, donc, en buvant du venin de serpent, elle se rappelle et elle se rend compte qu'en fait, elle et les autres femmes de l'île servent en réalité d'esclaves sexuels parce que le soir, les mecs qui font partie donc de la bande d'invités, je suis désolée, on arrive dans des thématiques très dures, mais le film est très dur à ce niveau-là, en fait, les ligotent et bah, malheureusement les violent. Et qu'en fait, grâce au poison qu'on leur fait ingurgiter, elles n'en ont aucun souvenir et tous les jours, elles sont persuadées d'être en train de vivre leur meilleure vie sur une île de rêve, des vacances de rêve, sauf que tous les soirs, du coup, elles sont violées. Et parfois de manière très brutale, quoi. Et donc en fait, Frida commence à se souvenir de ça, et évidemment est dans le traumatisme total, et elle se fait une autre amie parmi la bande de filles qui est là, qui commence à retrouver elle aussi les souvenirs, etc. Et donc elles vont mener une révolution, et à la fin, il va y avoir une sorte de... comment dire, bah de confrontation. Merci, Pingouin... Penguin Wild pour le follow. Il va y avoir une confrontation générale où évidemment les femmes vont se rebeller contre les hommes et sauver leur peau. Et à la toute fin, je raconte aussi le tout dernier tableau parce qu'il est important dans la critique, on comprend qu'en fait Frida a sauvé Slater King parce qu'à la fin son hôtel particulier prend feu, elle le sauve des flammes pour en fait du coup par chantage et aussi en se servant du même poison que lui il utilisait sur elle, devenir sa femme et du coup bah en fait se mettre à gérer sa fortune et son empire et en faire lui que quelqu'un d'extrêmement soumis qui fait tout ce qu'elle veut, et donc c'est elle qui prend sa place plus ou moins dans le monde. Voilà, et ça on en reparlera. Donc ça c'était pour que vous ayez l'histoire en tête. Est-ce que dans le film il y a un premier ministre? Non, il y a pas de premier ministre dans le film, ou qu'on en cherche on n'en trouve pas, c'est terrible Spooky. Euh, J'ai découvert après le film que Channing Tatum et Zoe Kravitz sortent actuellement ensemble. Ah, je savais pas. Je ne sais pas si ce film veut dire quelque chose sur leur relation, mais c'est perturbant. J'espère pas que ça veut dire quelque chose. J'espère pas. Je pense pas. Euh, Gros HS, j'ai enfin vu Alien Romulus. De fait, j'ai voulu voir le replay de ton stream, introuvable pour le moment. Oui, Dark Chirac, ben, je le disais au début du stream, il est désormais dispo sur YouTube. Donc n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube, le replay il est complètement dispo là-bas. Petite vibe Sleeping Beauty, dis-moi. Oui, absolument, Spooky.
Franchement, l'abus sexuellement par emprise chimique, ça fait froid dans le dos. Avec le contexte actuel du procès Mazan, le timing tombe tout pile, c'est affreux. Justement, Osvin, c'est aussi pour ça que je tenais vraiment, vraiment à faire ce stream-là, parce qu'on va en parler, évidemment, que ça a énormément de résonance en ce moment, notamment en France à cause de cette histoire. On va y revenir parce que c'est textbook. Tout ce qui se passe en ce moment au procès, c'est abordé dans le film. On va y revenir, mais c'est vraiment... c'est hallucinant à quel point le timing est fou. Et je trouve ça même dingue qu'on n'en parle pas plus que ça dans les médias, à quel point la fiction traite vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment, enfin à travers ce film. Et c'est fou aussi à quel point les hommes inculpés dans cette affaire n'ont pas vu ce film. Enfin, tu me diras, ils ont autre chose à faire, ils sont au tribunal du coup. N'ont pas vu ce film parce que vraiment, ils tombent dans tous les écueils qui sont évoqués dans le film. Et enfin, bref. On y reviendra plus tard, c'est la deuxième partie. D'abord, avant justement d'entrer dans l'élément un peu plus analytique, je vais revenir sur les qualités globales du film, ses qualités ou ses défauts. Alors moi je lui trouve pas beaucoup de défauts, je sais, mais il y a des aspects dont je comprends que certaines personnes estiment que ce sont des défauts, donc on va en parler aussi. Je voudrais quand même d'abord parler de sa qualité de mise en scène, parce que c'est vrai que pour un film qui est le premier long métrage, donc encore une fois d'une réalisatrice débutante, enfin débutante dans son rôle de réalisatrice, je trouve que c'est quand même hyper solide en termes de mise en scène, qu'il y a plein de choses intéressantes. Il y a notamment beaucoup de symétrie dans les cadres, alors notamment quand on a des plans larges qui montrent l'hôtel particulier de Slater King. Les effets de symétrie avec des décors très colorés comme ce que vous voyez un petit peu en ce moment à l'écran, vous allez me dire en ce moment c'est très classique. Depuis... Enfin, il n'y a pas que lui, bien sûr, mais un peu depuis la popularisation des films de Wes Anderson et des productions Netflix un peu léchées, un peu luxe, on va dire. J'ai l'impression que parfois on se dit waouh, mais les plans ils sont symétriques et on utilise la colorimétrie, etc. Mais incroyable, c'est hyper solide comme mise en scène. Je trouve que maintenant c'est des effets peut-être un petit peu galvaudés de mise en scène qui sont parfois un peu de l'esbrouffe pour donner l'impression qu'on maîtrise super bien sa caméra, alors qu'il n'y a pas forcément grand chose derrière. Parfois, bien sûr. Ici, on peut avoir de temps en temps un petit peu cette impression-là. C'est pour ça que je trouve que, aussi dans le côté de temps en temps un petit peu grotesque du scénario et les gros sabots, enfin en tout cas les grosses ficelles, sur lesquelles on reviendra, on peut avoir le sentiment un peu d'un film Netflix de luxe, je trouve. Mais je trouve quand même qu'en définitive, Blink Twice c'est bien plus que ça. Mais dans son esthétique naturelle générale, il peut donner un peu cette impression, mais en réalité, je trouve que justement cette mise en scène va au-delà de ça, parce que Zoé Kravitz travaille vraiment un effet hyper intéressant dans comment dire, dans la volonté de construire une sorte d'univers carcéral à l'écran avec que des éléments qui sont paradisiaques, qui sont semble-t-il paradisiaques. Ça passe par plusieurs choses, ça passe donc par ces effets de symétrie qui en fait, quand vous les voyez comme ça, peuvent donner une impression d'élégance et de luxe et de beauté à l'image, mais qui, dans la manière dont ils sont répétés et réamenés dans l'image de manière un petit peu systématique, finissent par davantage évoquer le côté strict et carré justement d'une prison, plutôt qu'un sentiment de liberté et de sérénité. Il y a cette espèce de bascule petit à petit justement dans la répétition de la symétrie dans l'image, à travers l'architecture, que je trouve très intéressante. Et ça, c'est complété par le fait que, on peut d'ailleurs le voir dans quasiment toutes les photos qui défilent à l'écran, qu'on voit très très peu le ciel. Là, par exemple, vous avez un petit bout de ciel, on voit pas grand chose de plus en termes de ciel dans le film, et c'est intéressant parce que du coup le cadre est complètement saturé, encore une fois, d'éléments colorés et d'accessoires qui rappellent le luxe, qui rappellent le paradisiaque, mais qui finalement ne donnent aucun sentiment de liberté et de respiration. Donc vraiment, à travers la couleur, la symétrie, qui sont a priori des éléments qui sont positifs et qui peuvent donner une impression de joie et de sérénité à l'écran, Zoé Kravitz va vraiment au contraire amener petit à petit quelque chose de dérangeant. Et là, dans le cadre, on voyait, ça marche aussi avec celui-là, mais dans le cadre qu'on voyait juste avant, où elle a le masque bleu sur la figure, c'est pareil, l'arrière-plan est complètement saturé d'une couleur brique très prononcée, avec les couleurs vertes qui viennent par-dessus, et il y a un côté genre, à la fois c'est beau, et en même temps, il y a un côté de too much, mais on le voit aussi avec ce cadre-là, en fait, on respire absolument pas. On est dans le faste absolu et dans une espèce de nature omniprésente, mais qui s'avère au fur et à mesure, encore une fois, et ça passe essentiellement par les cadres, s'avère être davantage une prison qu'une liberté.
Là, mais vous voyez, en fait, ça se vérifie dans quasiment toutes les photos qui sont à l'écran. La symétrie et encore une fois le fait qu'on n'ait jamais accès au ciel ou à une ligne d'horizon font qu'on respire jamais dans ces cadres. À la fois, ils nous enferment dans une impression de luxe, mais c'est surtout dans le sentiment d'enfermement, justement. Enfin, c'est le sentiment d'enfermement qui est la clé là-dedans. Ça se voit aussi là-dedans, enfin bref. Je trouve que c'est beaucoup mieux pensé que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce niveau-là? Donc oui, toute la note d'intention du film, on va dire, c'est de changer l'idéal en quelque chose de dérangeant, et ça passe par effectivement la colorimétrie, les cadres, les focales, enfin comme on voit ici. Je trouve que c'est assez balèze, franchement. C'est simple, mais c'est très efficace. Euh, Là où je voulais revenir aussi du coup sur... Alors j'ai trouvé la nature très propre, c'est un jardin de riche très entretenu, donc ça renforce ce renfermement. C'est vrai aussi, tout à fait, Brocoli, Ubu, que du coup on est sur une nature extrêmement luxuriante comme ce qu'on a vu, très verte, très colorée, avec jamais une feuille morte dans un coin, et qui donne l'impression effectivement qu'on n'a pas affaire à une véritable nature. Euh, et donc on n'a jamais affaire à la vraie vie, et donc ça ne donne jamais non plus un réel sentiment de liberté, c'est vrai. Un peu, ça donne un peu l'impression, vous savez, comme quand vous vous baladez par exemple dans un quartier un peu riche, avec des boutiques riches. Je sais pas si par exemple vous êtes déjà passé à Paris et que vous êtes allé sur les Champs-Élysées, vous croisez enfin pas que sur les Champs-Élysées d'ailleurs, plein d'endroits à Paris, vous croisez un nombre de boutiques pas possible dans lesquelles vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit d'entrer. Juste parce que vous êtes des personnes normales, et qu'à l'intérieur c'est trop le luxe, c'est trop brillant partout, c'est trop... Et vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit d'entrer dans ces endroits, qui sont pourtant des endroits pas publics, parce que voilà, c'est des boutiques, mais normalement vous avez le droit d'entrer. Et pourtant, tous les codes vous disent que non, vous, en tant que personne normale, éventuellement même personne pauvre, vous n'avez physiquement pas le droit d'être là. Alors que normalement, en tant que personne, bien sûr que vous avez le droit. Et c'est un peu ce qui transparaît du coup, dans effectivement ce type de nature qui est représenté comme le souligne du coup Brocoli Ubu, complètement. Osvin, tu dis le fait d'utiliser une colorimétrie chaleureuse et un environnement normalement empreint de liberté, ça me fait penser à la démarche de Midsommar avec Lutte des classes qui remplace le propos sur les méthodes sectaires. C'est vrai. C'est vrai aussi. Il y a un côté trop bien, trop luxe, trop confort, avec justement, hein, ça passe aussi par les dialogues, cette espèce de d'injonction de la part de Slater King, qui est toujours en train de demander à Frida si elle est en train de passer un bon moment, et à partir du moment où c'est oui, il n'y a pas d'autres questions qui tiennent. Il y a vraiment l'injonction à en fait prendre plaisir et se sentir bien dans ce genre d'environnement, alors qu'en fait c'est pas si évident. Euh, Bref, c'est à ce niveau-là, je trouve que c'est très bien construit par les éléments donc, qu'on a évoqués et que vous êtes en train d'évoquer dans le chat. Oui, notre classe sociale nous conditionne de ouf. Absolument, Kael'Vaid. Et je vais y revenir dans un instant. Non, d'ailleurs, je vais le dire maintenant. Ce que je trouve intéressant à ce niveau-là aussi, évidemment, c'est le casting. Parce que on peut pas ignorer dans ce film que le personnage de l'héroïne, donc Frida, jouée par Naomi Yaki, est donc noire. Il y a plein de films dans les... Enfin, il y a des films pas assez, vous me direz, dans lesquels la couleur de l'héroïne, enfin en tout cas dans le cas d'une héroïne noire ou non blanche en tout cas, n'est pas intrinsèquement liée au scénario, et tant mieux, comme dans par exemple, on en parlait il y a quelque temps en stream dans Sans un bruit jour 1, pardon, le fait que l'héroïne soit jouée par Lupita Nyong'o, bah, le fait qu'elle soit noire, c'est juste cool en termes de représentation, parce que pour une fois, on a une actrice noire en rôle principal d'un film d'action, et sa couleur n'est absolument pas le propos, elle est engagée juste en tant qu'actrice et pas juste en tant que noire. Et ça fait vachement de bien. Mais parfois, c'est aussi évidemment capital, hyper important, et donc notamment dans le cinéma de genre, que quand on vit dans un monde aussi raciste que le nôtre, qu'il y ait un discours sur la couleur aussi, de temps en temps. Évidemment, il faut qu'il y ait les deux. Ici, ça sert complètement le discours parce que, et ça c'est même avant que le film, parce que d'ailleurs le film ne parle jamais de racisme. Il en est absolument jamais question, les personnages n'ont pas a priori de comportement raciste, ils ont un comportement évidemment extrêmement, enfin pour les hommes extrêmement violent, misogyne, tout ce que vous voulez, mais pas spécifiquement raciste, si ce n'est quand ça passe à travers comment dire, des codes de colonialisme, comme ce que je disais sur les domestiques tout à l'heure, mais évidemment qu'en fait le fait que, ce soit que Frida soit une femme noire, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que Slater King, c'est, on comprend plus ou moins dans le film, l'homme le plus riche de la Terre, ou presque, alors qu'elle, elle incarne la pauvreté, même si
pardon, même si le personnage ne développe pas elle-même de discours critique sur les classes sociales, on y reviendra plus tard, en fait, il se trouve que dans le monde aujourd'hui, les femmes noires sont la classe sociale la plus pauvre. Les hommes blancs sont évidemment la classe sociale la plus riche, ce qui veut pas dire que tous les hommes blancs sont riches et que toutes les femmes noires sont pauvres, on est d'accord, hein, c'est des évidences. Mais voilà, la classe sociale la plus riche, c'est les hommes blancs, et la classe sociale la plus pauvre, c'est les femmes spécifiquement noires. Donc, évidemment, que en termes de symbole, c'est absolument pas anodin qu'on mette en face du personnage de Slater King une femme noire plutôt qu'une femme blanche, dans le rôle de cette héroïne. Et donc, je trouve hyper intéressante à un moment donné, l'image justement, on va y revenir dans le diaporama, donc où elle a ce fameux masque bleu sur la figure, parce que ça se joue lors d'une scène clé. C'est le moment où Frida réalise que sa meilleure amie a disparu et que personne ne s'en rend compte, et qu'elle est la seule à se souvenir de cette amie. C'est hyper intéressant parce qu'à ce moment-là, elles ont toute cette espèce de masque bleu ultra vif sur la figure. On a vraiment l'impression que c'est le moment où Frida est sur le point à un moment donné d'oublier sa condition au milieu de ces gens riches, d'oublier sa classe sociale et de jouer en fait, d'achever le personnage, enfin comment dire, de rentrer complètement dans le jeu justement auquel essaie de la faire jouer Slater King, qui est de complètement s'oublier dans cette espèce de monde paradisiaque où les couleurs n'existent pas entre guillemets, où les couleurs de peau n'existent pas, où tout le monde vit dans le luxe sans se poser de questions, et de jouer entièrement avec les codes racistes et colonialistes des blancs. Et où elle est sur le point de vraiment sauter à pieds joints dans cette mascarade, plus ou moins. Et donc elle s'en rend compte à ce moment-là. Mais je trouve que c'est pas du tout anodin qu'à ce moment-là, il y a que dans cette scène-là, elle est justement le visage recouvert d'une crème bleue. Avec cette espèce du coup de couleur irréelle qui vaudrait pour justement absence de couleur de peau, ou enfin voilà, de couleur de peau fantasmée, qui ne voit pas justement les couleurs et les classes sociales qui y sont rattachées. Euh, Après, je trouve que alors Benjamin, tu dis après, je trouve que le trope des autochtones énigmatiques qui répètent Red Rabbit, etc., tout le film, c'est un peu facile. C'est vrai qu'il y a un petit côté Magical Woman de la trope de la, enfin, ou le trope de la Magical Woman non blanche qui dit un truc qu'on comprend pas et qui en fait justement est la clé pour comprendre, enfin pour accéder à un niveau supérieur de compréhension. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on peut faire une critique là-dessus, mais justement ça me fait une transition sur un peu les grosses ficelles de scénario auxquelles je voulais arriver. Ça me fait penser à l'affiche de Pierrot le Fou. C'est vrai. Je pense pas que ce soit voulu pour le coup, mais c'est vrai. Donc ce que je voulais dire sur les grosses ficelles de scénario, parce que ça c'est du coup ça fait partie des critiques que j'ai beaucoup vues. Le renversement extrêmement dur quand on comprend qu'il s'agit de viol, parce que même si tout le long du film on se doute, on soupçonne, au fur et à mesure qu'on comprend qu'il y a des choses qui vont pas, on soupçonne que les victimes de cette histoire, parce qu'on comprend qu'il y a des victimes, qu'il y aura des victimes dans l'affaire, qu'il y en a déjà eu, même il y a des éléments qui sont disposés pour nous faire comprendre qu'il y en a déjà eu. On comprend que les victimes de l'histoire sont des femmes. Euh, et, et du coup, avec cette espèce de rapport de classe qui est jamais frontalement abordé, mais qui est en sous-texte tout le long du film, on se doute qu'à un moment donné, il risque d'y être question de violence sexiste et potentiellement violence sexuelle. Mais c'est vrai que, alors moi je trouve qu'on s'attend à ce qui est une métaphore de quelque chose comme le viol, mais on s'attend pas à ce que ce soit si frontal. On s'attend pas à ce que ce soit un truc aussi bête qu'on n'osait même pas imaginer que ce soit ça. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu ça. Parce que le truc esclave sexuel, en fait, j'ai l'impression qu'on le soupçonne. Enfin, qu'il y a plein de choses qui sont posées dans le film pour nous faire soupçonner ça. Moi, je pensais plus que ça passerait par une secte au départ. Enfin, parce que c'était très dans l'idée, hein, avec le fait qu'elle porte toute la même robe, ce genre de choses. Je pensais que ça passerait plus par ça et qu'il y aurait potentiellement des violences sexuelles, mais je penserais pas qu'on serait dans le truc aussi basique, tellement bête, entre guillemets, qu'on n'osait même pas imaginer que ce serait ça, de juste elles sont purement utilisées, violées comme, enfin considérées comme esclaves sexuels tous les soirs. Et en fait, quand ça arrive, parce que ça nous est montré de manière assez frontale et violente dans le film, même si du coup l'avantage que ce soit réalisé par une femme, ou en tout cas qu'on ait un regard un petit peu, enfin même très critique sur la question, et c'est ça qui est cool, c'est que une fois qu'on nous a montré la violence de la chose, ce sera plus jamais réutilisé de manière gratuite dans le film. Une fois que le pansement est enlevé, on va dire, on va pas y revenir, et ça c'est cool, mais c'est vrai que pendant un certain temps, du coup, dans le film, ça reste dur, on va dire. Euh,
Et donc on s'attend pas à ce que ce soit ça, alors que ça nous en fait on se rend compte que c'était très évident et qu'en même temps ça l'était tellement qu'on s'attendait à ce que ce soit justement autre chose, on va dire. Et donc ça débarque et ça fait partie un peu des choses où on se dit mais c'est trop frontal, c'est trop simple, c'est trop bête et de là vont découler tout un tas de petites péripéties qui sont trop faciles, avec un certain nombre d'incohérences et de côté un petit peu grand guignol. Mais même avant dans le film, hein, et comme ce qu'on disait justement avec le coup des domestiques là, de la domestique qui dit Red Rabbit, qui répète Red Rabbit, c'est too much. Par moments, c'est vraiment too much. Il y a un côté vraiment un petit peu, bah ouais, grotesque, encore une fois un peu téléfilm Netflix, un peu pulp, etc. Je comprends que c'est gêné certaines personnes. Je dois dire que pour moi, ça a fonctionné, vraiment. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Brocoli, j'avais oublié. Le film commence aussi par un message de trigger warning, c'est vrai. J'ai trouvé ça très bien pour la prévention et en même temps, ça évente beaucoup le sujet a priori. C'est vrai. C'est vrai que ça évente le sujet. J'avais pas réfléchi à la manière dont ce message avait pu conditionner mon esprit à m'attendre à de la violence sexuelle. Ouais. C'est vrai que je me demande comment j'aurais pris le truc s'il n'y avait pas eu ce trigger warning. En même temps, c'est vrai que je pense que c'est bien qu'il existe, parce que moi, je me retrouve souvent dans des situations en ce moment où je veux juste regarder un film tranquille le soir, où j'allume la télé, je zappe sur un truc et tout. Et en fait, je me retrouve confrontée, mais un nombre incalculable de fois à des scènes de viol et de violences sexuelles, mais que c'en est vraiment épuisant. Que vraiment, en fait, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Surtout quand en plus c'est potentiellement maltraité ou pas traité avec un œil extrêmement éveillé sur la chose, sur la question de la représentation et tout. Et c'est vrai que, alors, pour toutes les victimes de violences sexistes ou sexuelles, ou pour globalement pour les femmes, ou voilà, on se rend pas compte en fait à quel point on en est abreuvé tous les jours à la télé, au cinéma, etc. Et que vraiment c'est épuisant, que ça maintient dans un état de quasi, c'est le mot est trop fort, on est d'accord, mais de quasi traumatisme en fait, enfin ou même pas trop fort pour les gens qui seraient justement réellement traumatisés par des événements de ce type. En fait, il y a des jours vraiment, moi je fais, mais je sature complètement. Et en plus, comme j'aime beaucoup le cinéma de genre et que j'ai tendance à me diriger vers des films parfois un peu violents, etc. En fait, je m'aperçois à quel point le genre est justement un prétexte, mais interminable pour faire des violences sexuelles, et donc notamment commises sur les femmes, un objet de divertissement sur lequel on s'interroge pas plus que ça. Bref. Donc, moi pour le coup, c'est vrai que je fais partie des personnes qui étaient contentes d'être prévenues, parce que ça m'est arrivé beaucoup trop de fois en fait où je me suis retrouvée inutilement beaucoup dérangée par ce que je voyais, en me disant mais putain en fait si j'avais su j'aurais pas choisi de regarder ce film parce que j'en ai juste marre et que tel ou tel soir j'étais vraiment dans un état de saturation tel que je ne pouvais pas encaisser une scène de viol de plus et que j'aurais voulu le savoir à l'avance. Et du coup, là, dans ces cas-là, je trouve ça effectivement bien que ce trigger warning existe, mais après, c'est vrai que du coup, ça vend un peu la mèche, effectivement. J'avais pas plus réfléchi à ça que ça. Un des problèmes du film, selon moi, est que son climax est un peu anticlimatique. Le film prend bien son temps pour nous installer une ambiance et conclut tout en 15 minutes. C'est vrai aussi que dans le côté grosse ficelle, il y a un peu cette espèce de, bah, oui, effectivement, de climax où il y a des personnages qui hurlent dans tous les sens, il y a des gens qui meurent dans tous les sens de manière plus ou moins accidentelle, de manière plus ou moins rapide, il y a des choses qui se concluent rapidement, il y a des personnages comme le personnage du petit jeune, justement, qui refusait de prendre part au viol, etc., qui est vraiment tué au détour d'une seconde comme ça, sans qu'on exploite plus que ça son personnage. C'est vrai. Après, alors je suis d'accord que ces défauts existent. Simplement, sur moi, enfin moi, ils ne m'ont pas tant dérangé que ça. Sans doute qu'ils font aussi que je trouve que le film n'est pas forcément non plus un chef-d'œuvre, mais je trouve que ça va avec le côté un peu punk et brut de décoffrage et vraiment politiquement énervé du film, et son aspect justement pulp et un peu grotesque. Et donc justement je pensais à ça parce que j'ai fait un tweet sur le sujet, mais hier donc j'étais à la projection à l'étrange festival du film The Voices de Marjane Satrapi, donc c'est une projection en rétrospective évidemment, puisque ça fait longtemps que le film existe, mais donc il était projeté dans le cadre de la carte blanche de Coralie Farja, donc Coralie Farja qui a réalisé le Rape and Revenge, qui s'appelle justement Revenge, et dont on attend avec grande impatience le film The Substance, qui sort dans quelques temps, et qui était donc qui a fait beaucoup de bruit à Cannes.
Donc Coralie Farja venait présenter le film et elle a dit un truc que moi j'ai trouvé très intéressant, qui est pas hyper nouveau, c'est un constat que beaucoup de gens ont fait sur le cinéma de genre français depuis un certain temps, mais elle parlait du fait que si on a du mal à développer une véritable culture de cinéma de genre en France, en tout cas telle qu'elle existe dans les pays anglo-saxons ou même les pays asiatiques ou autres, c'est parce qu'en France, il y a une sorte de retenue inhérente à notre culture du cinéma. Ce qui veut pas dire qu'on fait pas des chefs-d'œuvre. Je pense le cinéma français est globalement brillant et je l'adore. Mais c'est vrai que quand il s'agit de faire réellement du genre, on a une sorte de retenue et on se refuse à basculer, comme elle le disait, c'est Coralie Fargeat encore une fois qui disait ça, à basculer réellement dans le grotesque et le burlesque et à vraiment lâcher prise. Et c'est vrai que le cinéma de genre, le cinéma de genre français manque de ce lâcher prise qui fait que aux États-Unis, entre autres, encore une fois, on ose pousser les potards à fond, quitte à basculer dans le ridicule. Bien souvent, ça mène au ridicule, mais parfois, ça mène aussi à l'excellence, ou à des choses, en tout cas, même quand c'est au sein de films pas forcément extrêmement réussis, mène à des choses, comment dire, des moments de bravoure ou des types de représentations qui sont hyper libérateurs pour le cinéma et pour le spectateur, et qui sont ce dont on a besoin, ce qu'on vient de chercher dans le cinéma de genre, justement, parce que le cinéma de genre est là pour exploser un petit peu les codes, et rentrer dedans, quoi, parce qu'on a besoin de cet aspect libérateur et cathartique en tant que spectateur. Et du coup, pour moi, Blink Twice, c'est vraiment ça, c'est le film, il ose aller dans le grotesque et faire par moments un peu n'importe quoi, et en même temps, je trouve que ça fait vraiment partie de ses qualités. Donc il a cet aspect, effectivement, grotesque, dont je comprends qu'on trouve que ce soit un défaut, et en même temps, au sein de ce film, je trouve pas que ce soit tant que ça un défaut. En tout cas, moi, dans le cadre de ce film, je trouve que par ailleurs, le reste est tellement réussi que ça fonctionne. C'est peut-être encore une fois ce qui fait que c'est quand même pas un chef-d'œuvre, mais c'est les risques qu'il prend. Mais en même temps, je trouve que ces risques, il avait besoin de les prendre pour que justement ce qui fonctionne fonctionne. Donc pour moi, c'est pas un vrai défaut. Je comprends qu'on se retrouve en but par rapport à ça, mais c'est pas un vrai défaut. Euh, Ce que tu dis résonne énormément avec la vidéo de Bolchegeek sur le pacte des loups. J'ai toujours pas fini cette vidéo, j'ai commencé à la regarder, mais allez la voir parce que je recommande le travail de Bolchegeek, évidemment, absolument les yeux fermés. En plus, j'avais revu très récemment le pacte des loups que j'avais fait découvrir à mon copain, qui a ses défauts, c'est sûr, mais qui était une tentative de cinéma de genre assez passionnante en France, effectivement, de la part de Christophe Gans, qui est un film que j'aime vraiment. J'ai commencé la vidéo et je peux déjà dire qu'elle est géniale, mais il faut encore que je la termine. Mais ça m'étonne pas du coup qu'elle vaille effectivement que ça rentre un petit peu dans ce que disent Bolchegeek à ce niveau-là. Je pense qu'on est beaucoup en ce moment à faire ce constat, mais encore une fois, c'est pas spécialement nouveau, hein, c'est juste qu'on continue à faire ce constat. Voilà. Tu as assez raison sur le cinéma français, si on fait du genre, il faut absolument que ce soit extrêmement cérébral, voire snob, pour être digne d'intérêt. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Alors encore une fois, c'est pas tellement moi qui le disais, c'était Coralie Farja, mais de toute manière, je suis d'accord. C'est pas forcément applicable à tous les films de cinéma de genre français, bien sûr. Ça dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on essaye de faire, etc. Mais en termes de tendance générale, c'est assez ça. Benjamin, tu dis d'ailleurs en parlant de trigger warning, tu penses quoi du fait que pas mal de cinéastes ou acteurs et actrices soient contre? J'ai vu récemment Matt Smith et Kate Blanchett en parler et être contre. Selon beaucoup, c'est prendre le spectateur par la main. J'ai surtout l'impression qu'ils parlent avec leur ego et se sentent infantilisés, ce que je trouve ridicule, et que l'art est censé forcément choquer, alors que pour moi ça fait partie du cinéma et de l'art en général, mais pas une caractéristique obligatoire. Je pense que comme tout, c'est plus ou moins une question de mesure. Comme je le disais, moi, en l'occurrence sur le film Blink Twice, je suis plutôt heureuse que ce trigger warning existe. Moi, il m'a servi, encore une fois, parce que j'ai aimé pouvoir me préparer psychologiquement à ça, parce que je suis en ce moment effectivement dans une période où j'en ai trop marre de me manger des scènes de viol en continu dans les œuvres de fiction, et enfin, spécialement pour une femme, mais pas que, c'est quand même vraiment violent d'être constamment renvoyé à ça, vraiment constamment, et de faire comprendre à quel point le viol et la violence sexuelle sont des choses tellement normalisées dans notre société et dans la manière dont c'est représenté dans la fiction. Évidemment, il y a un débat énorme à ouvrir sur le fait de... Je dis pas du tout qu'il faudrait ne plus montrer de violence sexuelle au cinéma, absolument pas. C'est juste qu'il y a une sorte de banalisation et de gratuité de la chose tellement répandue, et même parfois quand c'est pas gratuit ou que c'est très bien utilisé, parfois juste au bout d'un moment, en tant que spectatrice, on n'en peut plus, parce que c'est partout. Et donc je trouve ça quand même utile parfois de prendre ça en compte et de le mentionner. Et sur ce film-là en particulier, on va en reparler,
qui parle quand même beaucoup de sororité aussi. Je trouve ça très intéressant de la part d'un film fait par une réalisatrice qui parle de sororité et qui donc s'adresse beaucoup aux femmes, que justement elles prennent cet aspect-là en compte, cette espèce de ras-le-bol et de difficulté que les femmes peuvent avoir en ce moment à voir représenter encore une fois des scènes de viol à l'écran. Je trouve ça au contraire très élégant qu'elles le prennent en compte, ou que la production le prenne en compte, et qu'on l'intègre au film, parce que pour moi en fait c'est partie inhérente de la démarche et du message politique du film. Donc en l'occurrence là je trouve ça très bien. Je pense qu'il y a plein de cas dans lesquels c'est très bien. Je veux bien que ça prenne pas une place démesurée dans l'industrie et qu'on soit pas toujours à vouloir prévenir absolument tout, et qu'on sait que quand on va dans du cinéma de genre, on risque de se retrouver confronté à une certaine dureté, et c'est aussi effectivement pour ça qu'on vient, pour tous les effets de représentation, enfin d'importance de représentation, les discours politiques et aussi les effets cathartiques qui peuvent y avoir derrière. On sait qu'on vient voir de la violence quand on va voir du cinéma de genre, mais mais malgré tout, il y a quand même aussi des phénomènes de société à prendre en compte. Et pour moi, c'est pas. Pour moi, vous n'allez pas gâcher un film en annonçant des trigger warnings. En fait, encore une fois, comme toujours, si votre film il est bon, il sera pas gâché par un spoiler. Donc, moi, ça me dérange pas excessivement. On peut voir au cas par cas. Après, hein, je pense, mais d'ailleurs, comme tout, hein, je pense que ça peut se décider au cas par cas. Moi, je suis pas du tout contre l'existence des trigger warnings. Faut voir comment c'est utilisé, dans quelle mesure, etc. Mais là, dans l'exemple dont on parle ici, en tout cas, je trouve que c'est une très bonne utilisation. Donc voilà. Surtout, j'ai l'impression que beaucoup tombent sur les trigger warnings, alors que pour moi, même les logos déconseillés aux moins de 10, 12, 18 ans, ou le rated d'air, c'est un peu comme des trigger warnings, et c'est là depuis des années. Oui, oui. Bah après, je pense que Benjamin, tu sais, comme beaucoup de choses en ce moment, ce qui dérange, c'est que beaucoup de réacs vont avoir l'impression que ça s'inscrit dans une idéologie entre guillemets woke, et que c'est les mêmes réacs qui vont avoir l'impression qu'à partir du moment où on a une personne non blanche ou une personne pas hétérosexuelle dans un film, ça va faire partie de la propagande soi-disant woke, alors que à, à l'époque où ça arrivait, avant justement que ce terme de woke et le thème de cancel culture qui va un peu avec soit développé par l'extrême droite, il y avait déjà plein de films dont les personnages étaient des femmes, étaient non blancs, étaient éventuellement LGBT, etc. Et à l'époque, ils n'entendaient pas du tout crier partout que c'était des films woke, etc. C'était déjà des choses qui existaient. Mais maintenant, il faut qu'ils fassent absolument tout rentrer justement à travers ce prisme-là, qui se sont inventés lui-même, bien sûr, enfin inventés eux-mêmes, bien sûr. Et je pense que la controverse sur les trigger warnings, en fait, ça participe du même mouvement, je pense, plus ou moins. Bop, bop, bop. Donc voilà, ça c'était un peu pour parler des défauts du film. Encore une fois, je comprends qu'on lui fasse ses reproches, mais de mon côté, ce serait pas tellement des reproches. C'est des choses que je comprends, et c'est surtout des défauts que je trouve plus ou moins nécessaires à l'aboutissement des qualités du film, plus ou moins. Donc justement, là, on va ouvrir le chapitre davantage axé sur la représentation des violences sexuelles. Adria Arjona pardon, est géniale dans le film, ouais, elle est vachement bien, c'est celle qu'on voit à droite là du coup sur l'image. C'est une actrice d'ailleurs, moi elle m'a beaucoup fait penser à Julia Ormond, j'étais persuadée que je me suis dit mais c'est pas possible, c'est sa fille. En fait pas du tout, parce que je l'avais jusque là, enfin c'est le premier film dans lequel je la vois. Mais elle est effectivement vachement bien, j'espère qu'on continuera à la voir beaucoup. Alors je sais qu'elle est dans le Hitman de Linklater aussi, que j'espère voir bientôt. Mais voilà, je pense qu'elle aura une grande carrière, enfin je lui souhaite. Et pareil pour Naomi Aki du coup qui joue Frida. Donc, sur le thème des violences sexuelles, euh, et le fait qu'on puisse évidemment faire un parallèle très évident avec le procès Mazan en ce moment. Euh, donc, la brutalité, donc je reviens un peu sur la brutalité de la révélation, donc pour vous décrire un peu la chose pour les personnes qui n'auraient pas vu le film. En fait, donc Frida, au bout d'un moment, arrête de se parfumer avec le poison qui lui fait oublier petit à petit, enfin jour après jour, on va dire, ce qu'elle subit la nuit. Euh, à un moment donné, son souvenir est déclenché par le personnage, je crois, de Simon Rex, ou de Channing Tatum, je me rappelle plus, qui découpe de la viande.
et qui a une chemise ouverte sur son torse nu, évidemment. Et il découpe de la viande, et du coup, il fait une sorte de... en accompagnant le couteau, il fait un mouvement de va-et-vient. Et du coup, la croix qu'il a autour du cou à ce moment-là vient buter aussi, donc avec ce mouvement de va-et-vient, sur sa peau. Et donc, ça évoque un mouvement sexuel, plus ou moins, ce va-et-vient, évidemment. Et donc, à ce moment-là, ça va lui rappeler l'image d'un viol. Un viol donc, qui a lieu sur le personnage justement de... Merde, j'ai oublié son nom. Gna gna. Pourquoi j'ai pas son nom, de Adria Arjona, du coup. À partir de là, le souvenir va se continuer, elle va s'apercevoir que, enfin, elle va réaliser qu'elle-même est victime de viol dans les mêmes circonstances, et que toutes les femmes, en fait, avec qui elles font ami-ami au fur et à mesure de leur séjour, servent d'esclaves sexuels et sont violées tous les soirs. Et donc, en fait, au moment où on a cette espèce de gros plan au ralenti sur la chaîne du coup de Channing Tatum ou Simon Rex, je me rappelle plus, qui bat contre son torse, au moment où il fait ce mouvement de va-et-vient, on se doute, parce que du coup c'est un ralenti, c'est un gros plan, il y a un côté vraiment genre in your face, on voit ce mouvement de va-et-vient, et ça fait penser effectivement à un acte sexuel, à côté, enfin avec une image qui en elle-même n'est pas sexuelle, et on se doute à ce moment-là, on se dit putain, c'est donc là, ça va vraiment arriver, on va arriver sur une révélation de la chose qu'on n'imaginait pas, enfin qu'on n'osait pas imaginer jusque-là. Et tout à coup, on coupe sur du coup cette image extrêmement brutale du personnage de Simon Rex, qui s'insère du coup dans le personnage de Adria Arjona, et alors qu'elle est ligotée, qu'elle est penchée sur une table, enfin c'est extrêmement brutal comme révélation. On n'est pas du tout dans une caméra qui vient chercher les détails, absolument pas. On est juste du coup en plan relativement large sur la frontalité, la brutalité de la chose, avec plus de musique, plus voilà, juste avec les cris des autres femmes derrière, enfin et l'image passe assez vite, mais en tout cas, voilà, la révélation, on se la prend en une image comme ça, extrêmement explicite. Encore une fois, pas explicite dans les détails visuels de ce qu'on va voir, mais dans l'action elle-même, très explicite, avec une transition qui est assez... Comment dire euh, qui est assez, j'ai envie de dire grasse, parce que cette espèce de focus sur ce mouvement de va-et-vient, mais en même temps c'est assez juste dans ce que ça dit de la manière dont un souvenir peut être déclenché, comme ça un souvenir enfoui peut être déclenché. Donc c'est dur, c'est vraiment dur, surtout que du coup la scène est assez longue, on a cette espèce de plan séquence au cours duquel on voit donc les femmes plus ou moins ligotées ou celles qui se font courir après par des mecs, etc. Et tout à coup on prend conscience de toute l'horreur qui se joue en fait chaque nuit sur cette île soi-disant paradisiaque. Et donc cette révélation, elle est... Bam, quoi, enfin, je veux dire, c'est extrêmement violent. On n'est pas du tout dans le sous-entendu du viol, pas du tout dans la métaphore, vraiment, on nous le révèle comme ça. On peut critiquer ça. On peut se dire que c'était pas la peine d'aller jusque-là dans la représentation. Et en même temps, et d'ailleurs, je comprendrais tout à fait que des personnes ne soient pas à l'aise. Je pense évidemment, c'est absolument pas fait pour qu'on soit à l'aise devant ces images. Je pense que c'est normal de ne pas l'être. Moi, je l'étais pas. Mais je comprendrais que ce soit trop pour certaines personnes qui ne peuvent pas, qui ne puissent pas supporter de voir ça. En revanche, en même temps, c'est vrai que là, la métaphore du viol, enfin non, justement pas la métaphore, mais le viol, parle aussi d'une... Enfin, en tout cas, est à mettre en parallèle direct avec une violence sociale extrêmement forte, que ce soit la violence des rapports hommes-femmes, que ce soit la violence de classe, enfin la lutte des classes, sachant que c'est quand même aussi extrêmement lié, hein. Le patriarcat comment dire, l'injustice des classes sociales, c'est quand même extrêmement lié, parce qu'encore une fois, comme je le disais, en général, les femmes sont plus pauvres que les hommes. Tout ça, c'est intrinsèquement lié. Et je pense que là, le viol, même s'il parle clairement de violence patriarcale et de viol en soi, de violence sexuelle, je pense qu'il transmet un discours sur tout un tas d'autres violences aussi qui sont inhérentes au système patriarcal et au système capitaliste. Et que donc ça fait partie des violences que, de temps en temps, quand c'est bien fait, comme c'est le cas ici, on a besoin de représenter justement dans toute leur horreur et dans toute leur brutalité. Sachant qu'en plus, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout une mise en scène, une musique, etc., qui vient essayer d'appuyer la violence plus qu'elle n'a besoin de l'être, ou en tout cas de... On est vraiment dans la représentation relativement sobre, j'ai envie de dire, relativement
pas naturaliste, parce que vous voyez bien que le film a un côté extrêmement stylisé, coloré, voilà. Mais cette scène-là, il y a un côté vraiment, en fait, il n'y a pas d'effet de zoom ou quoi, on est vraiment dans le... Il se passe ça, je vous le montre comme ça, sans effet de caméra à part le plan séquence. Mais justement, en plan séquence, on ne coupe pas, donc par définition, il n'y a pas de volonté de détourner les yeux ou de montrer les choses sous un angle différent. On montre les choses telles qu'elles sont. Et donc, certes, c'est très violent et c'est difficile à voir, mais il y a une nécessité aussi de montrer ces violences-là, et c'est aussi grâce à la brutalité de ces images que plus tard, la sororité qui va en découler, parce que jusque-là, on avait des personnages féminins qui étaient relativement en compétition, en tout cas celui de Frida et de Sarah. Du coup, Frida qui est jouée par Naomi Aki et Sarah qui est jouée par Adria Arjona, qui étaient plus ou moins en compétition. En tout cas, c'était le cas pour le personnage de Adria Arjona, comme elle le dit à un moment donné, justement. Donc, il y a cette sororité qui va découler de cette brutalité, parce que c'est les deux premiers personnages qui ont justement ces souvenirs et ces images qui leur reviennent en tête. Et d'ailleurs, Adria Arjona, elle joue tellement bien la femme qui, en fait, est censée garder un visage composé et comment dire, une, une contenance, alors que justement elle a ces images absolument horribles qui sont en train de lui revenir en tête. C'est la manière dont elle le joue, c'est terrible, et en fait ça fonctionne justement parce que la violence de ces images existe avant. Et de la violence, encore une fois, de ces images va découler l'importance de la sororité qui va arriver derrière, et l'importance du message voilà, de la force de la scène, justement, où le personnage de Sarah se rappelle tout ça mais ne peut pas montrer qu'elle est en train d'avoir ses souvenirs qui arrivent d'un coup et qu'elle est censée continuer à sourire, etc. Ça fonctionne grâce à cette violence. Donc on peut s'interroger sur comment dire, le côté nécessaire de cette brutalité. Moi, je pense qu'en tout cas, elle est utile. Je sais pas si elle est nécessaire, évidemment, il y aurait eu mille manières différentes de faire le film et de représenter ça. En l'occurrence, je trouve ça quand même, bah ouais, utile et comment dire, utile en tout cas, enfin, et qualitatif pour le film. Je trouve que ça s'inscrit très bien dans la démarche de Zoé Kravitz. Euh, et donc j'adore effectivement le fait que tout ça, en fait, une fois qu'on va vous avoir dit lors de cette scène, donc de ce plan séquence très dur, on est face à ce genre de violence sexuelle, oui, c'est aussi grave que ça, oui, c'est aussi horrible que ça, oui, c'est aussi représentatif du système que ça. Une fois qu'on vous l'a montré, ok, c'est acquis, plus jamais on y reviendra, et ensuite il ne sera question que de sororité et de rébellion des femmes, et pas de enfin si, de vengeance aussi, euh, et de colère des femmes. Une fois que c'est passé, c'est passé. C'est très dur, mais voilà, tout ce qui va en découler ne sera que sororité, sauf à la fin, on y reviendra. Et, euh, et bref, du coup, je trouve ça très bien construit à ce niveau-là. Salut Olisan, mais oui, ça va très bien, et toi? Euh, De toute façon, la vraie cancel culture, c'est la droite et l'extrême droite, oui, on est d'accord, absolument. Wide, c'est tout à fait ça. Déjà, c'est eux qui ont inventé ces termes, et qui se font peur tout seuls avec, et c'est eux qui sont toujours auteurs de censure. Bref. Donc voilà, je le disais, mon point suivant, c'était la métaphore du système capitaliste, mais on aura compris évidemment dans le cadre dans lequel ça prend place, cette histoire, cette espèce de microcosme qui va confronter ultra riche et ultra pauvre, enfin ultra pauvre, j'exagère parce qu'elle est pas à la rue Frida, mais quasiment parce qu'elle arrive pas à payer son loyer, qu'elle vit dans un appart miteux, etc. Évidemment qu'encore une fois, cette thématique de violence sexuelle, elle englobe une thématique de lutte des classes et de système capitaliste beaucoup plus large que ça. Ça passe par toutes les représentations qu'on a au fur et à mesure du film, d'éléments de luxe, d'accessoires qui représentent le luxe, les ultra riches, etc. Et on va dire l'espèce de discours que moi j'imagine être sur Elon Musk, mais pas que, bien sûr, à travers le personnage de Slater King. Ensuite, le parallèle avec l'affaire Mazan, donc je rappelle pour les personnes qui ne suivraient pas trop ça en ce moment, que donc il y a quelque temps, il y a une affaire absolument horrible qui a été révélée et portée devant la justice, absolument horrible, qui est le cas d'une femme dont il a été révélé un jour qu'en fait son mari, je suis désolée pour les détails, enfin je vais résumer ça rapidement, son mari la droguait pour la prostituer auprès
d'un tas de mecs. C'est-à-dire qu'il l'a droguée de manière à ce à ce qu'elle devienne complètement inconsciente, et il invitait un certain nombre d'hommes chez eux à la violer pendant qu'elle était inconsciente. Euh, et donc en ce moment se déroule le procès de cette histoire, c'est-à-dire que cette femme a été violée par pas loin d'une centaine d'hommes, a priori. Et donc il existe énormément de vidéos, et donc il y a 51 de ces hommes qui sont en ce moment du coup devant la justice, donc ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup qui sont dans la nature, youpi. Et parmi ces 51 hommes, il y en a plus de 30 qui nient, dont ils disent qu'ils ne sont pas responsables parce qu'ils pensaient que la femme était consentante, que le mari leur aurait dit elle était que ça l'excitait ce genre de pratique, ou qu'elle faisait semblant d'être inconsciente, et que donc ils ne sont pas responsables et que c'était pas des viols. Euh, c'est évidemment complètement absurde parce que, je veux dire, quand une femme est réellement inconsciente, déjà, on le voit quand une personne est réellement inconsciente, hein. Et encore une fois, le consentement d'une femme, il ne se récupère pas auprès du mari, il se récupère auprès de la femme elle-même. Donc on est face à des hommes qui fuient totalement leurs responsabilités, mais qui arrivent à lâcher mais des mensonges et des discours hyper immatures pour réussir à se sortir de ce merdier. Euh, Enfin, on arrive à des choses mais complètement absurdes. Si vous lisez des choses sur cette affaire, vraiment, c'est à vomir. Donc les procès sont en train de se dérouler là. Et ce qu'il y a d'horrible aussi, c'est que le mari de la femme raconte que il y a un certain nombre d'hommes. En fait, il passait une annonce sur Internet pour recruter du coup les hommes qui viendraient violer sa femme. Merci Lone Fa pour le follow. Et qu'en fait, sur ces hommes, il estime, je me rappelle plus exactement du chiffre, mais que je me rappelle plus combien sur 10 lui disaient oui. Bon, en tout cas, il y a une certaine proportion d'hommes qui ont refusé, mais qui n'ont absolument prévenu personne. C'est-à-dire qu'un type vient leur proposer de violer sa femme inconsciente, ils disent non, pas moi, c'était pas trop mon truc. Par contre, à aucun moment, ils ne ressentent le besoin d'avertir les autorités là-dessus. Donc on est sur une espèce de complicité totale de l'agente masculine envers son propre sexe, envers son propre genre. On est sur 3 sur 10 partaient, il a dit. 3 sur... C'est 3 sur 10 qui refusaient, du coup, c'est 3 sur 10 qui acceptaient. Partaient ou partant. Mais c'est une proportion absolument atroce. Alors je sais pas si son estimation à lui, elle est vraie, mais en tous les cas, ça fait énormément de types. Mais alors surtout qu'en plus, ça se passait dans un village. Ah oui, les 3 sur 10 qui refusaient, donc vous imaginez, ça fait quand même très très peu qui refusent. Et ces 3 sur 10, ils préviennent personne. C'est absolument atroce, surtout que en commentaire de tous les posts qui sortent un petit peu sur cette affaire, vous avez évidemment une flopée de mecs dans les commentaires qui viennent dire not all men, ils se comportent pas tous comme ça, etc. Discours absolument intenable parce que on est quand même. Parce que c'est vraiment pas le moment de faire du not all men, c'est pas le moment de dire oui, mais je rappelle, il y a quand même des hommes qui sont bien sur Terre, machin. C'est pas la question. On est quand même dans une affaire où, encore une fois, ça se passe dans un village. Le mec a réussi à recruter plus de 100 personnes à quelques kilomètres à la ronde à la campagne. Je veux dire, les mecs qui venaient pas du Japon ou de Paris, de je sais pas où, pour venir violer cette nana. Je veux dire, dans sa campagne, il a réussi à trouver une centaine de mecs pour venir violer sa femme. Donc des mecs qui sans doute en parlaient entre eux, certains qui sont revenus plusieurs fois, qui en parlaient entre eux et qui à aucun moment n'ont ébruité la chose, qui se laissaient filmer en plus. On est sur quelque chose de absolument horrible. Enfin, c'est dire à quel point les hommes sont complices entre eux en termes de violence sexuelle. Et ce qui est fou, c'est que donc du coup dans ce film, pour y revenir, c'est qu'on a la soumission chimique qui est complètement présente, parce que donc il est beaucoup question de soumission chimique autour de l'affaire Mazan, parce qu'on alerte du coup beaucoup là-dessus, sur le fait qu'il y a beaucoup trop de femmes qui sont victimes de ça, bon pas que des femmes bien sûr, beaucoup trop de gens sont victimes de ça, que ce soit pour des viols ou autre chose, hein. Parfois, il y a des hommes qui... J'ai déjà entendu parler de ça dans mon entourage. Des hommes qui, parfois, filent un Lexomil à leur femme, en tout cas à la nana qui le fréquente, pour avoir la paix, en fait. Pour juste que la nana s'endorme vite et ne pas avoir à lui faire la conversation après avoir ken. Moi, j'ai vu ça dans mon entourage. Et donc, en fait, mais de mecs qui sont persuadés qu'ils sont des gens bien, hein. Vraiment. Et donc, en fait... on se rend pas compte à quel point la soumission chimique c'est quelque chose d'extrêmement répandu, et donc notamment pour ce qui est de commettre des violences sexuelles. Et donc là le film aborde complètement ça, parce que ces femmes, on leur fait oublier, alors même si ça paraît complètement farfelu dans le film de se dire le fait que un parfum puisse leur faire oublier jour après jour tout ce qu'elles subissent la nuit, et qu'une morsure de serpent puisse les faire se rappeler de ça.
Ok, ça semble un peu farfelu, mais dans la vie, on n'est pas si loin de ça parfois, vraiment. Hein, parce que là, on est quand même sur une affaire qui est complètement débante. Et donc le film vient complètement traiter de cette soumission chimique, qui est donc comment dire, un élément extrêmement important des violences sexuelles aujourd'hui, et dont on a besoin de parler, donc il vient traiter ça. Et il est aussi question de toutes les réactions que vous avez des hommes au tribunal en ce moment, qui est de non mais en fait on savait pas, mais en fait la meuf elle ressent pas les violences parce qu'elle est dans les vapes. Merci The Buggy Woman pour The Bug Woman pardon pour le follow. Là, on a une scène qui explicite complètement ça. C'est la scène justement où Frida se rappelle d'un coup de tous ses viols et où elle est allongée sur une table et que le personnage de Channing Tatum, donc Slater King, est en train d'expliquer au personnage de Kyle MacLachlan que, en fait, il peut y aller, il peut la violer comme il veut, parce que là, elle a peur, elle a pas envie, elle se débat, tout ce que vous voulez, mais le lendemain, elle ne se souviendra de rien. Donc ça ne lui fait pas de mal, le traumatisme n'existe pas. C'est tout ce qu'explique le personnage de Slater King. Il excuse tout ce qu'il fait en disant que le traumatisme n'existe pas à partir du moment où le souvenir n'existe pas. C'est pas si simple, mais bon. Et en fait, c'est exactement plus ou moins ce qu'on entend dans la défense de ces hommes-là. Le fait que, mais en fait, c'était pas forcément si amoral parce qu'elle savait pas, il savait. Enfin, parce que c'était peut-être son king, qu'on sait pas, elle est pas consciente, donc il y a une sorte de zone de flou, de bon, toujours le consentement, dans ce genre de cas, à quel point est-ce que c'est établi ou pas. Bref, complètement délirant. Et en gros, c'est vraiment impressionnant la manière dont les phrases que vous entendez dans ce qui est retranscrit du procès actuellement, c'est copier-coller les excuses que les mecs se trouvent dans ce film. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, si vous êtes curieux de ça et que vous n'avez pas encore vu le film, regardez ce qui sort sur l'affaire en ce moment et allez voir le film après, vous allez être bluffé par les similarités, par les similitudes. C'est vraiment assez dingue. euh... nanana. Si je suis amie avec François Terrel, le fossoyeur de film, non, je suis pas du tout amie avec lui. Wardena, je lui ai jamais parlé. Donc on peut pas dire que je sois amie avec lui. Je sais pas. Du coup, je risque pas de le devenir, hein, depuis que tous les témoignages sur la violence qu'il a fait subir à ses ex est plus ou moins sorti sous forme de différents témoignages sur Twitter. Je suis pas amie avec lui, je sais pas pourquoi tu dis ça, absolument pas. Est-ce qu'on n'a pas romantisé la soumission chimique dans la pop culture avec le trope du filtre d'amour? Hmm, bonne question. C'est vrai que je pense qu'il y a une sorte de romantisation de la chose. Euh, Ouais. Mais même, ça va avec une sorte de romantisation globale d'une sorte d'état de semi-conscience. Mais tu vois, ça remonte, on parlait plutôt de La Belle au Bois dormant, tu vois, ça remonte à une sorte d'idéal, on va dire, de la femme abandonnée un peu, qui est vraiment, qui n'attend que de se, qui n'attend que de se faire cueillir en fait, qui a besoin de faire aucun effort pour finalement euh, trouver le prince charmant, c'est-à-dire être fécondée par un homme idéal, voilà, pendant qu'elle dort, etc. Et en fait, la femme est tellement dans une idée plutôt, enfin une conception plutôt patriarcale de la chose, l'idéal féminin c'est tellement quelqu'un de vulnérable qu'on doit protéger, bah c'est ça en fait, tout simplement vulnérable. Et évidemment le comble de cette vulnérabilité, de cette espèce de délicatesse et aussi bah, de silence on va dire, et de personne qui reste à sa place, c'est tout simplement la personne inconsciente. Et c'est quelque chose qui est très très romantisé effectivement depuis les contes. Et donc jusqu'à maintenant, alors comme tu le dis, ça passe aussi avec le filtre, enfin le trope du filtre d'amour, et jusqu'aujourd'hui il y a une histoire comme la raconte Zoé Kravitz. Parce que d'ailleurs je vais vérifier, mais il me semble bien que c'est Zoé Kravitz qui écrit le film. Oui, Zoé Kravitz l'a scénarié avec aussi Iti Fengenbaum, que je ne connais pas. Mais donc elle a au moins en partie écrit le film. Les fameux agresseurs qui savent mieux que la victime son propre état psychologique, ça rend dingue. Oui, absolument. Absolument, mais là, ouais, c'est vraiment, c'est rageant, mais en même temps, c'est tellement bien représenté dans ce film, vraiment, cette scène où Frida est vraiment allongée sur la table, complètement, bah ouais, vulnérable, complètement dépossédée de ses moyens, et qu'elle a au-dessus d'elle les hommes, donc Channing Tatum et Kyle MacLachlan, qui parlent d'elle à la troisième personne, vraiment comme si elle était un morceau de viande sur une étale, alors qu'elle, elle est complètement terrifiée, et sont en train d'expliquer qu'ils sont pas, en train de s'expliquer entre eux qu'ils sont même pas en train de lui faire du mal, alors qu'ils s'apprêtent à la violer, c'est vraiment, comme image, c'est terrible et ça semble complètement complètement
enfin, comment dire, ouais, farfelu. Et en même temps, c'est tellement la vérité de ce qu'on est en train de voir en ce moment au tribunal. C'est très impressionnant à ce niveau-là. Et donc, raison de plus pour dire que finalement, je trouve que le film, même s'il a des défauts de scénarisation ou qu'il a des ficelles un peu grosses, etc., il a quelque chose d'une pertinence folle dans la manière dont il décrit ses violences. Euh, Et sur la dernière partie, elle n'a pas trop caractérisé les personnages masculins comme pure evil. Ça renforce l'effroi que ces hommes, certes riches mais normaux, sont capables de faire. Oui, absolument, parce que c'est aussi ça qui ressort dans le procès Mazan, pardon. C'est le fait que les violeurs, en fait, c'est Monsieur Tout le Monde. C'est les hommes qu'on a dans notre vie tous les jours autour de nous. Parce que énormément de fois, je parle de Twitter parce que je suis souvent sur Twitter, mais sur Twitter, à chaque fois que les féministes veulent dénoncer justement les comportements généraux des hommes de violences sexistes, sexuelles, etc., veulent dénoncer les violeurs, t'as toujours des hommes dans les commentaires pour venir dire mais c'est pas un homme, c'est un monstre en fait. C'est tellement un monstre, genre les monstres comme ça, il faudrait les tuer, machin, machin. Arrêtez de dire que c'est des monstres, c'est absolument pas des monstres, ce sont des hommes comme n'importe qui. Et c'est bien ce que nous montre ce procès-là. Vous avez pas dans la population de cette campagne, vous n'avez pas 3 hommes normaux et 80 monstres. Vous avez des hommes, c'est tout. Et les hommes qui se comportent comme ça, point barre. Donc, et effectivement, le film montre très bien ça, avec... en fait, il montre la manière dont... Comment dire? Le glissement, la liberté enfin, comment dire? Oui, le glissement d'hommes soi-disant normaux, enfin entre guillemets normaux, enfin oui, des hommes normaux, la manière dont ils peuvent glisser vers le criminel à partir du moment où juste on leur donne un tout petit peu l'occasion. Il suffit de juste donner l'occasion, donner l'impression qu'ils auront pas, qu'à un moment donné, ils seront déresponsabilisés de leurs actes, pour qu'en fait ils s'en donnent à cœur joie. Et ça, on l'observe tout le temps, enfin bref, et je trouve que c'est très bien étudié par rapport à ça, le film. Est-ce que tu n'as pas trouvé que c'était dans l'intention un peu Get Out-like, mais sous l'angle sociétal du MeToo? Bah si, oui, Anne Pavas, enfin, en Passave, pardon, Anne Passave, putain, je vais y arriver avec vos pseudo. Si, complètement, je le disais au début du stream que qu'il est dans la vibe MeToo. Get Out, pardon. J'ai dit quoi? J'ai dit Get Out et... Je ne sais plus quel autre film, mais bref. Euh, Et ce que je voulais dire aussi... Ah oui, le dernier parallèle que je voulais faire avec le procès Mazan, c'est pour parler justement de ces hommes qui se sont vus offrir la possibilité, la possibilité pardon, par le mari de venir violer cette pauvre femme, et qui ont dit non, mais qui n'ont rien fait pour prévenir. Ça aussi, c'est complètement traité dans le film, de manière complètement folle. Enfin, en tout cas, c'est fou que ça colle à ce point-là à ce procès. C'est à travers le personnage du jeune homme, du coup, qui se fait évacuer très vite, malheureusement, qui se fait tuer très vite dans l'histoire. C'est vrai que lui, il n'est pas très développé, comme me le faisait remarquer mon copain. Mais du coup, c'est le jeune homme qui est invité avec les autres pour participer, mais qui en fait lui ne veut pas participer à la chose, ne veut pas violer les femmes, et donc ils nous font aussi oublier au fur et à mesure parce que juste le mec en fait veut pas prendre part au viol. En revanche, il ne fait rien. Il pleure dans un coin, il s'assied dans un coin, il se met à pleurer et il ne fait rien. Et le personnage de Channing Tatum, alors je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais il y a quand même de ça. Il dit qu'en fait, parce que quand du coup, à la fin, quand leurs souvenirs leur reviennent et qu'on commence à leur raconter aux personnes qui ont oublié en fait les choses qui se sont passées, lui, il demande justement qu'est-ce qu'il a fait comme horreur, qu'est-ce qu'il a commis dans ce système-là. Et le personnage de Channing Tatum lui dit bah justement t'as rien fait. Et le mec est genre trop soulagé. Et le personnage de Channing Tatum lui dit mais en fait c'est pire que devant une telle situation. En fait, il dit qu'il est beaucoup plus répugné par les mecs qui choisissent de ne pas agir dans un sens ou dans l'autre, du coup d'être en total lâche plutôt que même de perpétrer une action criminelle. Bon après ne rien faire en soi c'est criminel hein, dans ce genre de situation. Mais alors c'est pas forcément vrai que du coup la personne qui fait rien, qui choisit de ne pas agir du tout, est pire que la personne qui commet le viol. N'empêche que dans le procès Mazan, il y a bien cette question aussi qui est posée du coup de la responsabilité des hommes qui ont décidé de se sortir de cette histoire et de dire non, non, moi j'y touche pas, mais qui ont décidé d'être en fait complices de ce système en ne disant rien, en ne dénonçant rien et en ne venant pas en aide à cette femme. C'est c'est vraiment presque aussi horrible quoi, et ça participe complètement de ce système parce que voilà, à côté des mecs agresseurs en fait il faut aussi compter tous ceux qui sont pas forcément directement agresseurs mais qui permettent d'entretenir ce système ou en tout cas de le sauvegarder. Et donc voilà, le film traite aussi complètement cet aspect là à travers ce personnage en particulier.
Et donc pour arriver un petit peu sur la dernière partie, je voulais traiter de la fin en particulier. La fin, je sais que mon copain l'a pas du tout aimé. Moi, au contraire, je l'ai trouvée hyper intéressante. La toute fin, au moment où Frida prend le rôle justement de Slater King. Alors juste d'ailleurs avant, je reviens un peu sur le... Pardon, je suis désolée, j'ai un peu un chat dans la gorge. Sur le climax où la maison brûle, Frida s'est libérée, Slater King, et donc elle fait fumer à Slater King dans sa cigarette électronique. Elle intègre justement du venin de serpent, ce qui fait que... Enfin non, justement, c'est ça, peut-être vous allez pouvoir m'éclairer, parce qu'il y a deux interprétations par rapport à, à cette scène du film. À un moment donné, elle a mis un produit dans sa cigarette électronique, il fume, et à ce moment-là, tout à coup, il comprend pas ce qu'il voit autour de lui, il comprend plus pourquoi la maison est à moitié en feu, pourquoi les meufs sont ligotées, pourquoi le personnage de Christian Slater s'est complètement fait ramasser la tronche, pourquoi il y en a un qui est mort, pourquoi le jeune il est mort, etc. Moi j'avais compris que, en fait, dans sa cigarette électronique, elle avait mis du venin... Non, elle avait mis, justement, le produit qui permet d'oublier, et qu'à ce moment-là, tout à coup, il oubliait pourquoi les choses avaient dérapé. Et que lui, le dernier souvenir qu'il avait, c'était avant que la supercherie, enfin que sa machination soit révélée, et que donc, tout à coup, il comprenait pas pourquoi les gens étaient à moitié morts, et pourquoi la maison était en feu, etc. L'interprétation qu'a compris par exemple Geoffrey, avec qui j'en ai parlé, c'est que au contraire, dans sa cigarette électronique, elle met du venin de serpent et que tout à coup, lui se réalise en fait ce qu'il a fait et que jusque-là, il s'empoisonnait lui-même pour réussir à supporter l'horreur qu'il faisait subir aux autres. Parce que c'est un personnage qui se plaint justement beaucoup d'avoir été marqué par le traumatisme des choses qu'il a vécues enfant. Je me rappelle plus s'il le dit justement, mais potentiellement des violences sexuelles, je me rappelle plus s'il le précise. Et on sait que malheureusement, souvent, les personnes je sais pas, qui battent leurs enfants, ou qui frappent leurs femmes, ou qui commettent parfois des violences sexuelles, alors pas toujours bien sûr, mais c'est parfois des gens qui ont eux-mêmes subi ces traumatismes enfants, ce qui n'excuse pas, bien sûr, leur comportement, absolument pas. Mais voilà, lui, il a tout un discours sur le traumatisme à ce niveau-là, et donc on se demande, enfin en tout cas, pour Geoffrey, lui, avait l'impression que ça voulait dire, cette révélation, qu'au contraire, lui, il s'empoisonnait tous les jours pour réussir à accepter le fait qu'il faisait vivre ces choses-là aux gens. Moi, je l'avais pas compris comme ça. Donc il y a un peu les deux interprétations qui existent et je trouve que les deux sont intéressantes. Copinage et Adelphi, j'ai senti 2 ou 3 biais cognitifs. Wardena, si tu veux m'accuser d'être amie avec François Torel, il va falloir que tu me dises les choses plus franches. Si c'est parce que j'ai participé au Frames Festival à la dernière édition, je me suis déjà expliqué dessus en stream, je le referai si j'ai besoin. Mais sinon, il faut que tu me dises plus franchement que ça, parce que sinon je suis pas au courant. Encore une fois, je ne lui ai jamais parlé. J'ai déjà été amenée à rencontrer et à parler avec des gens qui le connaissent, certes, mais je ne lui ai jamais parlé et j'ai pas l'impression d'avoir à aucun moment nourri quelque chose qui me permettrait de devenir proche de lui d'une manière ou d'une autre. Enfin, donc, si t'as des choses à me dire, dis-les vraiment. Mais là, en l'occurrence, je vois pas de quoi tu parles. Donc, bref. Brocoli, elle intègre du parfum de fleurs, le venin de serpent permet de se souvenir. Ah oui, donc toi, t'es dans... Il y a un plan sur le parfum de Desiderata qu'elle a dissimulé sous sa robe, oui, c'est vrai. Pour moi, elle lui fait oublier. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc toi... Attends, elle lui fait oublier. Ah oui, donc toi, t'es... Oui, effectivement, t'as raison. Oui, donc ça viendrait plutôt soutenir mon interprétation du coup. Oui, il faudra que j'en reparle avec Geoffrey du coup de ce détail parce que c'est vrai maintenant que je revois effectivement le plan où elle cache le parfum. Donc c'est bien ça, tout à coup elle lui fait oublier pourquoi les choses ont dérapé. Mais je trouve que l'autre interprétation est vraiment intéressante aussi et cohérente avec tout le discours autour du traumatisme que développe le personnage de Slater King dans le film. Donc voilà, en tout cas j'avais envie juste de vous évoquer ça parce que c'est possible que vous l'ayez compris comme ça et c'est intéressant aussi comme piste. Tout change. Alors, ce que j'avais aussi envie de vous dire sur la fin. Ah oui, j'adore donc dans le tout dernier tableau, quand on se trouve dans la salle dans laquelle a commencé le film, cette espèce de grande salle de dîner hyper chic, je sais pas, de charité plus ou moins, en tout cas d'autocongratulation entre riches, et que du coup Frida est devenue vraiment la reine de la fête, et que Slater King c'est vraiment son mari qui lui sert de petit chien à côté. Il y a ce moment où le personnage de Kyle MacLachlan, qui ne sait pas encore que les choses ont été retournées et que Frida a retourné les choses à son avantage, il vient saluer Slater King, qui à ce moment-là ne se rappelle pas qui est Kyle MacLachlan parce que du coup Frida lui fait oublier les choses, elle l'empoisonne à son tour, et Frida juste le salue,
Et ça lui calme Claclan et le regarde dans les yeux, il lui fait comprendre que maintenant elle a conscience des choses et qu'elle n'a plus oublié, et donc lui se doute que maintenant, tout à coup, elle se rappelle les choses. Et donc elle sait de quoi il est responsable, même si à ce moment-là, elle ne l'incrimine pas directement. En fait, en un petit dialogue comme ça, on montre que vraiment tout change pour les hommes quand ils sont mis en face de leurs actes. Et donc c'est aussi ce qu'on observe en ce moment au procès Mazan. Le regard, en fait, la présence du regard féminin sur eux contrebalance le droit qu'ils s'imaginent avoir au sexe. Quand ils pensent que le sexe est un droit, qu'ils peuvent en abuser, etc., profiter des femmes, le fait en fait, le fait qu'un regard existe, et donc en l'occurrence le regard féminin, met ça en perspective et tout à coup leur donne une responsabilité face à leurs actes. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas de témoin, vous avez beaucoup plus de chances de vous comporter comme un connard. Parce que vous n'avez pas de responsabilité par rapport à vos actes. Enfin, avec un peu de chance, votre morale personnelle et la responsabilité que vous sentez vis-à-vis de vous-même suffit, mais pas toujours. Et donc en fait, si le regard des femmes, si notre regard existe, on redevient des personnes, et surtout on redevient des personnes, parce que du coup, Frida et les autres, à partir du moment où elles sont capables d'avoir un souvenir, elles redeviennent des personnes à part entière et non plus des morceaux de viande. Donc les femmes redeviennent des personnes, et donc on force les hommes, en tout cas ces criminels-là, à eux-mêmes redevenir des personnes et à se comporter comme tels, et non pas comme des animaux. D'où que, justement, les regards sont hyper importants dans le film, et vous le voyez à travers aussi, encore une fois, les photos qui défilent à l'écran. Il y a beaucoup de gros plans sur les visages, et il y a beaucoup de jeux de regard, de moments où Frida est silencieuse, mais regarde vers la caméra, interroge ce qu'elle voit autour d'elle, les décors, les hommes, les autres femmes, etc. Et en fait, la question du regard et la manière dont on existe en tant que personne à travers un regard dès lors que le principe de souvenir même est possible, ramène la dimension de responsabilité dans les actes, en l'occurrence les actes des hommes, et change tout. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a aussi tout un... on le voit aussi avec la photo là qu'on voit, tout un gimmick de mise en scène autour vraiment des yeux et du regard que je trouve hyper intéressante et pertinente dans le propos du film. Comment gérer une telle organisation s'il se fait oublier chaque jour un poil bancal comme piste? Oui, je suis d'accord, Spooky. Je suis d'accord, ça voudrait dire qu'il est à demi conscient de ce qu'il fait, etc. Et qu'il est à moitié immunisé, et que du coup, sur lui, la drogue voudrait juste dire que ça vient arrondir un peu les angles et le désinhiber, on va dire, en quelque sorte. Je suis d'accord, en soi, ça se tient pas de ouf, mais tous les éléments du film ne se tiennent pas de ouf, donc c'est pas forcément très grave. Moi, encore une fois, j'avais compris l'autre version, mais je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des gens qui l'ont compris comme ça. Parce que voilà, ce serait une dimension intéressante. Si le film avait voulu faire ça, je trouvais ça intéressant, effectivement, de se dire, mais en fait, que même le gars, pour commettre ce genre d'atrocité, il a besoin de même pas être conscient de ce qu'il fait, en fait. Et pour autant, continuer à vouloir les perpétrer. Dark Chirac, tu dis, j'ai vu combien de fois le film? Bah, j'ai vu qu'une fois, au cinéma. J'ai vu qu'une fois, c'est pour ça que, comme je le dis, parfois je vous demande confirmation de ce que je dis à travers vos propres souvenirs quand vous l'avez vu, ou je vous demande de participer aussi parce que je suis pas toujours sûre de moi sur mes seuls souvenirs, voilà. Et c'est pour ça aussi du coup que je fais pas toujours sur les streams critiques, je fais que de la critique entre guillemets et que je fais pas des analyses plus précises comme je les faisais sur ma chaîne YouTube et comme j'essaye encore parfois d'en faire ici, des analyses plus carrées, plus construites, etc. Parce que j'ai pas énormément le film en tête, j'ai pas pu le revoir au fur et à mesure que je travaillais dessus, etc. Donc c'est un peu à chaud quoi. Ah bah c'est gentil Dark Chirac, mais tu sais oui, mais en même temps je l'ai vu il y a plusieurs jours, j'ai eu le temps de réfléchir dessus, d'en discuter avec avec d'autres personnes, ça alimente aussi ma réflexion, j'alimente aussi ce que je dis par rapport à ce que vous me dites et avec les pistes que vous me donnez, voilà, finalement, tu sais, en général, quand je commence à me dire je vais faire un stream sur tel film, en général, j'ai un moment de panique où je me dis mais je sais pas du tout quoi dire sur ce film, à part que j'ai bien aimé et que ça parle vaguement de tel ou tel truc, et en fait je m'aperçois qu'en tirant un fil, bah en fait il y a plein de choses qui viennent, et tu sais, je suis sûre qu'en vrai, enfin, il y a plein de gens parmi vous qui... Oui, on revit collectivement le film, c'est vrai ce que tu dis, Brocoli. Je pense qu'il y a plein de gens parmi vous qui s'apercevraient qu'en fait, si vous essayiez au même exercice que moi, vous apercevriez que vous pourriez très bien le faire aussi. Je pense. Et donc, j'en viens à mon point final, et chose que je trouve hyper intéressante à la fin, même si c'est justement précisément ce que je crois que mon copain n'a pas aimé. Enfin, lui, c'est un peu l'aspect, comment dire, le côté pas crédible de la chose qu'il a pas aimé, mais à la toute fin, il y a un truc extrêmement parlant, c'est qu'en fait Frida, justement, qui se retrouve dans la position initiale de Slater King,
Euh, Forcément, quand on la voit dans cette espèce de position de puissance totale, que on voit qu'elle a soumis à son tour chimiquement Slater King et qu'elle met discrètement Kyle MacLachlan en face de ses responsabilités sans non plus chercher à le faire enfermer, et donc pas spécialement à rendre justice, en tout cas pas avec les outils de la justice institutionnelle, on se demande un peu du coup comment est-ce qu'elle va utiliser cette nouvelle puissance, parce qu'évidemment c'est hyper fort comme symbole de se dire que cette meuf, qui était vraiment la classe sociale la plus pauvre, se retrouve propulsée au rôle le plus puissant du pays, si ce n'est du monde. Puissant à partir du moment où finalement la puissance aujourd'hui c'est davantage l'argent que la politique. L'argent c'est politique, tout ça, blablabla. Et ben en fait, la toute dernière image, alors qu'elle est dans cette espèce de rôle de reine absolue et qu'on se dit waouh, Slay Queen, absolument revanche, revanche totale et puissance totale et incroyable, trop bien pour toi meuf. Il y a ce moment où elle se fait servir une coupe de champagne par une serveuse et qu'elle dit merci machine ou je sais pas quoi, enfin je sais plus ce qu'elle dit, genre merci, d'un air très snob. Euh, et en fait, la serveuse du coup qui lui sert ce verre de champagne et qui est du coup dans la place dans laquelle elle était au tout début du film parce qu'elle était justement serveuse dans ce genre de soirée au départ. Cette serveuse, elle est non blanche aussi, elle est asiatique en l'occurrence. Pour moi, c'est pas du tout anodin, parce qu'à ce moment-là, le message final du film, c'est que Frida va complètement perpétuer le système de Slater King, le système qui lui permet de commettre ses atrocités. Et que peut-être qu'en tant que femme, elle va pas transformer des femmes en esclaves sexuels, peut-être, mais toujours est-il que, pour moi, la réponse, enfin en tout cas le message final du film, c'est que au bout d'un moment, les questions de genre et de rapport homme-femme, c'est extrêmement important, et les violences sexuelles et sexistes, tout ça, c'est ancré dans la société capitaliste et c'est très important, mais que le mal absolu, en fait, c'est cette espèce de différence de richesse absolument aberrante qui va faire que quand vous vous retrouvez au sommet, vous allez vous retrouver forcément, nécessairement, à oppresser des gens. Et que quand vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez devenir un Slater King, d'une manière ou d'une autre. Que ça passe par des viols ou pas, ou d'autres types de violences. Mais en fait, c'est ça, la fin, elle est super cynique, enfin, elle est assez angoissante pour ça, parce que on et c'est en fait c'est ça aussi qui est intéressant, qui fait que, enfin, c'est pour ça je pense que Frida, plutôt dans le film, alors qu'elle souffre justement d'appartenir à la classe sociale la plus pauvre, et qu'elle est mise, enfin qu'on lui vraiment qu'on lui frotte dans la figure cette espèce d'écart absolument aberrant de classe sociale et de monde d'ultra riche qu'elle devrait, mais on comprend que ça la fasse rêver, mais en même temps qu'elle devrait vomir, enfin le système qui entretient cette différence, mais justement le fait que le personnage s'intéresse pas tellement à cette question, à la politique, enfin en tout cas à la oui, à la politique derrière cette question, mais soit juste dans le fantasme et dans le rêve de ce que lui évoquent ses richesses, parce qu'en fait, quand elle va se retrouver dans cette place, à sa place, on sent qu'elle va vouloir perpétuer ça et vivre son fantasme jusqu'au bout, sans forcément avoir conscience qu'elle va devenir Slater King. Mais vraiment, pas dans le sens où elle va juste prendre sa revanche sur lui, elle va devenir lui. Et qu'elle va du coup perpétuer ce système horrible, voilà. Et qui est finalement un système, même si elle c'est une femme noire, qui est quand même un système qui est créé par la supériorité économique des hommes blancs. Donc elle va continuer à perpétuer le patriarcat, le capitalisme, etc. Donc la fin reste extrêmement critique, même si on assiste à une belle vengeance de la part de notre personnage principal et une sororité, etc. À la fin, la sororité on voit que la sororité ne dure pas, justement, ne peut pas durer quand on entretient un système, quand on participe, quand on encourage un système capitaliste et une différence de classe aussi marquée. C'est vraiment tout ce qui passe, c'est tout ça qui passe dans ce tout petit instant où elle se fait servir un verre de champagne par une femme, par une serveuse qui est non blanche, et qu'elle dit juste, voilà, qu'elle est sûre de son pouvoir, et qu'elle dit juste merci madame, enfin merci machine, je sais pas comment, voilà. Cette conclusion est étonnante et bienvenue de la part d'une Nepo Baby. Oui, c'est vrai, parce que bon, après, il y a plein de gens qui diraient, mais en fait, elle dit ça dans son film, mais c'est tellement hypocrite, parce que elle, dans la vie, je suis sûre qu'elle profite à fond de son statut et de sa richesse et tout, sans doute. Mais on n'est pas dans la vie de Zoé Kravitz, c'est ce qui compte, en fait, c'est elle, le message qu'elle fait passer au public à travers son film. Si après, on apprend dans la vie que la meuf se conduit tout à fait à l'opposé de ce qu'elle prône dans ses films, bah on sera déçu et ce sera dommage et on pourra la critiquer pour ça, mais ce qui compte au regard du film, c'est que le film il dit ça, c'est que le film soit dans cette critique. Voilà, et effectivement oui c'est intéressant que ça vienne d'elle. Après est-ce que c'est purement sincère, ou en tout cas est-ce qu'elle met en pratique ses réflexions dans sa vie à elle, on sait pas, mais en tout cas c'est bien qu'elle le mette dans le film.
Voilà, et donc pour moi, je trouve que cette fin est extrêmement intéressante dans le sens où on n'est pas juste dans la conclusion un peu girl power, hyper positive, hyper feel good, de se dire ah, elle l'a bien niqué, maintenant c'est elle qui est à sa place, c'est elle qui gère son argent et elle est trop puissante, point barre. On est dans le rappel que en fait la sororité et la lutte des classes ne peut pas perdurer dans un système où on se valide dans cette place d'ultra riche, c'est pas possible. Si les ultra riches existent, la lutte, la lutte homme-femme et la lutte des classes n'existe pas, enfin ne peut pas se mener en fait. En tout cas, vous pouvez pas la mener vous si vous êtes dans la position d'être ultra riche. Donc je trouvais ça cool, je trouvais ça très cool au contraire comme conclusion. J'aime vraiment beaucoup la conclusion du film. Et encore une fois, ça passe par un truc vraiment ce petit truc de 3 fois rien, c'est vraiment un échange de répliques sur un échange oui, de répliques sur un verre de champagne versé avec avec juste le casting qui fait que voilà, on a une femme non blanche qui verse ce verre de champagne et ça veut dire énormément de choses grâce à tous les éléments que Zoé Kravitz a posés plus tôt dans le film, même si encore une fois la question des différentes ethnies, c'est pas du tout quelque chose qui est verbalisé dans le film. Mais avec tous les éléments que ça aborde, on ressent quand même son importance, et du coup, bah, c'est hyper intelligent, je trouve. Il y a des médias qui parlent de Blink Twice comme un film Elevated Horror. Ah ouais? Je suis pas d'accord. Cette expression m'énerve depuis qu'elle est devenue à la mode, depuis Get Out. L'Elevated Horror, je trouve que ça veut simplement dire que le sous-texte est plus grossier pour être plus perceptible par le grand public. Du sous-texte, il y en avait déjà à l'époque d'Halloween, par exemple. Alors ça, Dark Chirac, on pourrait faire tout un stream sur le terme d'Elevated Horror. Moi, je le trouve complètement fallacieux aussi. Ça m'arrive de l'employer parce que parfois c'est un moyen pratique d'évoquer, mais je le mets toujours avec des guillemets parce que voilà, c'est vrai, l'élévité d'horreur, c'est vraiment pas un terme très exact, mais parfois ça permet d'évoquer rapidement au public qu'on parle de films comme The Witch, comme Midsommar, les films qui ont un peu défini le terme d'élévité d'horreur, mais effectivement c'est vraiment juste un terme un peu snob pour les gens en fait qui au départ n'aiment pas le cinéma de genre et qui depuis que le cinéma de genre commence à être un peu reconnu par la critique, sont en train de se dire ah mais en fait l'horreur c'est pas forcément débile et se disent en fait quand l'horreur c'est contemplatif et qu'il y a un sous-texte un peu philosophique ou un peu psychologique derrière et qui est effectivement décernable par le grand public, bah tout à coup on se dit ah en fait l'horreur c'est intelligent, que l'horreur a toujours été extrêmement politique et intelligente par plein d'aspects et qu'on n'a pas du tout attendu Midsommar pour faire des films d'horreur intelligents. Mais donc c'est oui, effectivement, je trouve que c'est un terme fallacieux. Après, c'est vrai que ça aide à décrire aujourd'hui plus une esthétique en fait plutôt qu'un fond, mais l'esthétique de films d'horreur un peu contemplatif et un peu autorisant à la A24, voilà. Mais je trouve pas du coup que ce film rentre tellement dans ce cadre. Mais oui, effectivement, l'horreur, ça fait réfléchir complètement. Ouais, non, le slasher, c'est absolument pas du tout débile par essence, absolument pas. Mais oui, non, mais c'est complètement fallacieux comme terme, et en fait, on observe que c'est pas un terme qui est vraiment utilisé par les gens qui aiment vraiment l'horreur, ou alors avec beaucoup de guillemets, comme je le fais parfois. En général, c'est justement un terme dont les gens qui connaissent mal l'horreur, ou qui se mettent tout juste à aimer l'horreur, utilisent, et pour se donner bonne conscience cinéphile quand ils parlent d'horreur, et qu'ils disent aimer les films d'horreur. Midsommar intelligent, je saigne des oreilles. Je sais pas, Spooky, je sais pas, j'ai jamais trop. Enfin, si, j'aime bien Midsommar, mais j'ai pas du tout eu la révélation comme certaines personnes devant. Il y a plein de gens qui ont dit que la mise en scène était absolument incroyable. Comme je le dis parfois, parce qu'on m'a beaucoup demandé de faire des vidéos sur Midsommar, ou même sur Hérédité, euh, je ne. Putain, merde, attends, la honte. J'ai le nom du réalisateur m'échappe tout à coup. Merde. Comment il s'appelle le Gus? Complètement oublié. Je suis censée ne connaître que ce nom, bien sûr. Ari Aster, bien sûr, Seigneur. Oh là là. Oui, merci. Ari Aster, en fait, je ne doute pas du fait que ce soit un très bon metteur en scène, simplement, je ne comprends pas sa langue. Je suis incapable d'analyser sa mise en scène parce que je n'y vois pas ce que plein de gens y voient. J'ai vraiment beaucoup aimé Hérédité, même si je lui trouve d'énormes défauts. J'ai bien aimé Midsommar, mais quand les gens disent waouh, mais mise en scène absolument incroyable et tout machin, je veux bien les croire. Simplement, je suis incapable de décortiquer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans la mise en scène. Je ne parle pas sa langue cinématographique.
C'est pas un problème, hein. Il y a des films, je pense que j'arrive à peu près à les décortiquer, à les analyser, parce que je vois la manière à peu près dont fonctionne la mise en scène, et j'ai l'impression que je parle cette langue. En l'occurrence, la langue d'Ari Aster, j'ai juste fait ma paix avec le fait que je la comprends pas. C'est pas une mise en scène spécifiquement qui me parle. Ça veut pas dire que je peux pas aimer ces films, mais ça veut dire que je suis pas bonne pour en parler. Donc je m'y risquerai pas trop. Euh, Le Mac du ciné, qui a balancé ça, Dark Chirac? Ok. Je connais pas trop le Mac du ciné. Mon meilleur pote utilise les vérités d'aurore premier degré, ça me fait câbler. Et il y a encore trop de gens dont c'est le cas. Hérédité, j'ai pas aimé la séance par contre à l'époque. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que j'ai fait lors de la séance? T'étais dans la salle? Mais j'avais même pas encore créé ma chaîne YouTube à l'époque. Tu me rétro-espionnais? À force d'avoir des films estampillés et les vérités d'aurore, on devra peut-être faire attention aux prochains films de ce type car ça peut vite servir de cache-misère, je pense. Oui, mais c'est déjà largement le cas, Osvin, hein, je pense. Il y a déjà beaucoup. Alors, lors du stream sur Long Legs, je vous ai expliqué en long, en large et en travers que je trouvais que le film avait d'immenses qualités, mais je trouve aussi qu'il a d'immenses défauts. Et pour le coup, on est clairement sur un film qui s'octroie une étiquette Elevated Horror qui fonctionne complètement à l'esbrouf esthétique pour cacher le fait qu'il est vraiment écrit comme un pied, hein. On est complètement là-dedans. Spooky, une séance avec le fossoyeur, je sais pas quoi. Non, je crois vraiment pas. J'étais allée voir Hérédité avec des amis lors d'une séance absolument normale à Montparnasse. Je crois pas du tout qu'il y avait le fossoyeur à ma séance. Putain, vous allez me trouver des accointances, pas possible. Euh, Oui, à cause des mecs qui faisaient le bruit de la fille, t'as dû appeler le mec de la sécu. Mais quoi? Mais pas du tout, Dark Chirac. La seule fois où j'ai appelé des mecs de la sécu, c'était la Dame en Noir 2. Tu confonds? Oui, sur notre vidéo FAQ, je parle de la Dame en Noir 2, pas de Hérédité. Non, 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 non. Oh, quelle horreur. Non, en plus, moi qui suis misophone, là, les petits bruits de bouche, hors de question. Je ne relèverai pas Spooky. Ne me mettez pas plus dans la merde que je ne le suis déjà avec ces espèces de fausses accusations. Je comprends pas, d'accord, j'ai rien fait. Je vais faire une vidéo d'excuses. Sur fond blanc, je vais dire. J'ai quelque chose à vous dire. Oui, d'accord. Une fois, j'ai été au... Non, deux fois. Deux fois, j'ai été au Frames Festival. Peut-être que je me suis retrouvée un jour dans la même pièce que le fossoyeur de film, mais non, je vous jure, je n'ai pas réellement été amie avec lui. C'était de la goujetterie. Non, bref. Bref. Les masques tombent. Ah, bref, voilà ce que j'avais envie de vous dire globalement sur... avant de m'enfoncer dans plus de conneries. Voilà globalement ce que j'avais envie de vous dire sur Blink Twice. Est-ce que vous, avec un petit plan coupé où tu te mets une aiguille sous l'ongle pour obtenir l'alarme tant attendue? Oh, quelle horreur, l'image de l'aiguille sous l'ongle, quel enfer. Oui, va vérifier tes sources, Dark Chirac, parce que vraiment, je pense pas avoir inventé cette histoire sur la séance d'Hérédité. Je me rappelle très bien des amis avec qui j'y suis allée, et non, vraiment, la séance où je suis allée aller chercher les mecs de la Sécu, c'était vraiment la Dame en Noir 2. En plus, je suis sûre que c'est ce que je raconte dans la vidéo FAQ. Tu m'as inventé une histoire, là, c'est n'importe quoi. Arrêtez avec les fausses accusations. Ça fait beaucoup trop dans ces lives, d'accord? Putain, en plus, après, va y avoir le replay de tout ça sur YouTube, oh mon dieu. Oh. Allez, vas-y, ça va être dans la sauce. Bref. Comment est-ce que l'opinion publique réussit à vous inventer une sauce à partir de rien? Ah, la cancel culture, c'est gaucho, putain, évidemment, c'est ça que je gagne avec mon public de gaucho, là. C'est pas vrai. Bref, merci beaucoup à vous d'avoir assisté à ce stream. J'espère que j'ai détourné des fonds chez Écran Large et Geoffrey. Si seulement il y avait des fonds à détourner à Écran Large, mais il n'y a vraiment pas une thune, donc ça risque pas. Bref, avant que j'en dise trop. Je vais mettre un terme à ce live. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. J'espère vraiment que du coup, si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous aurais donné envie d'aller le voir. Surtout, voilà, et de vous renseigner sur l'affaire Mazan. Bon, c'est extrêmement dur, alors je vous dis pas du tout de lire tout ce qui se dit dessus, mais moi je le fais absolument pas parce que j'en suis pas capable. Mais voilà, de vous tenir un peu au courant et voilà, de mettre ce film en parallèle, c'est vraiment extrêmement parlant et je pense que c'est hyper utile et pertinent aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu intéressé. Quoi, c'est la gauche ici, on m'a menti. Il y a énormément de mensonges très bien dissimulés. Ça me fait penser, encore aujourd'hui, quand j'ai publié mon live sur YouTube, du coup le live Alien,
il y a vraiment quelqu'un qui a commenté de genre un critique cinéma ou Radfem gauchiste, on sait pas trop et tout. Je vais dire en fait les deux. Puis les deux vont ensemble en fait parce que c'est difficile d'aborder le cinéma sans angle politique du tout. Ce serait stupide et ce serait stupide à notre époque d'être femme et de pas être féministe. Donc juste les deux en fait. Mais le mec était vraiment en mode comme s'il arrivait sur ma chaîne en mode surprise totale, genre ah ouais d'accord, ça dit des trucs de gaucho. Bah oui mec, oui, genre vraiment. Je j'ai appelé à voter NFP je ne sais pas combien de temps, enfin bref. Donc voilà, si jamais vous êtes en replay sur YouTube et que vous arrivez jusqu'à ce stade à ce stade du live, écoutez, oui, ici, oui, on dit des trucs de féministes casseuses d'ambiance, et oui, on vote à gauche, et oui, vous me faites tous chier, voilà. Sauf vous, sauf mes viewers, bien sûr, je vous aime. Euh, le cinéma, ouais, politique, incroyable. Putain, on dirait que je suis complètement bourrée. Je vous assure, j'ai absolument rien bu, je suis juste fatiguée. Euh, Oui, j'aurais dû couper effectivement il y a 10 minutes. Allez, je m'arrête pour de vrai. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Encore une fois, je vous encourage très vivement à aller voir ce film. Et je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve, je sais pas exactement quand sera le prochain live parce que du coup les prochains soirs de la semaine, je vais essayer d'aller un peu à l'étrange festival. Et ce week-end, je suis pas là, donc ce sera peut-être la semaine prochaine. Mais en tous les cas, comme d'habitude, je vous tiens au courant. Très bonne soirée à vous. Bisous, bisous.